Parlons laïcité, une émission proposée et préparée par RERS. RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. C'est pourquoi chaque mois, nous nous retrouvons pour échanger autour d'un thème qui devrait nous permettre de cultiver et de développer notre liberté de conscience. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de cette nouvelle année 2024, première émission 2024 qu'on fait Parlons laïcité, et avec des petites nouveautés pour cette début d'année. Alors déjà, on va pas avoir notre même animateur habituel, et donc on a Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour Jérémy. Voilà, donc c'est Raphaël qui va animer l'émission aujourd'hui. Émission absolument exceptionnelle, laïcité et système éducatif, c'est ce qu'on va parler. Et on a un intervenant qui vient tout droit de Paris, Yanis Roder. Bonjour Yanis. Bonjour Jérémy. Voilà, et Yanis qui est membre du Conseil des sages de la laïcité au ministère de l'Éducation nationale, il va nous en parler pendant toute l'émission. On a bien sûr nos réalisateurs Agnès et Sébastien toujours derrière les manettes. On leur fait un grand coucou. Et puis on a Jean-Cry au fond qui déjà, je vois son stylo s'agiter et ses crayons qui va nous faire des magnifiques dessins pendant toute l'émission. Et ça sera la deuxième heure qu'on va découvrir tout ça. Eh bien, sans plus attendre, nous commençons et c'est parti. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Bonjour Yanis Roder. Bonjour vous êtes Raphaël. Écrivain, professeur, membre du Conseil des sages de la laïcité. Le thème d'aujourd'hui tourne autour du système scolaire, sujet vaste à s'y méprendre, alors que la laïcité en est une clé de voûte dans l'école de la République. Pensez-vous que ce sujet touche, de manière égale, tout le corps professoral, ou bien c'est un sujet qui échoit à une ancienne génération de professeurs? L'école est laïque par les enseignements qu'elle donne, et donc tout le monde est concerné par la laïcité. Et d'ailleurs, à tel point que depuis 2 ans, notamment sur les conseils du Conseil des sages de la laïcité, auquel j'appartiens, a été créée une nouvelle épreuve à l'entrée au concours, plutôt au concours d'entrée, je vais le dire comme ça, au professorat, que ce soit des écoles ou dans le secondaire, qui touche à cette question des principes et des valeurs de la République, justement pour mieux former les nouveaux entrants dans la laïcité. Donc non, ce sont tous les enseignants qui sont bien sûr concernés, mais d'ailleurs, je devrais dire pas seulement les enseignants, tous les personnels qui travaillent dans les écoles, les collèges et les lycées, qui devraient être formés à la laïcité et qui sont concernés au premier chef par la laïcité. Donc, vous enseignez aussi depuis 25 ans l'histoire dans un collège de Seine-Saint-Denis, en zone d'éducation prioritaire. Vous placez la transmission des valeurs républicaines ainsi que l'amour de la jeunesse au cœur de votre vocation. Pensez-vous que l'on rappelle suffisamment à quel point l'école républicaine est émancipatrice? Est-ce grâce, et notamment est-ce grâce à la laïcisation des programmes scolaires? Alors je crois que je me permets de dire que vous avez raison de poser la question. Parce que j'ai l'impression, si vous voulez, aujourd'hui que on oublie, alors quand je dis on, c'est un on générique qui ne veut rien dire en réalité, mais on sait très bien que dans l'actualité, très régulièrement, nous entendons, nous voyons des contestations de l'enseignement, des parents intervenir pour telle ou telle raison, des enfants se dresser contre des propos, contre des documents qui ont été montrés, etc. Bien sûr, tout le monde pense dans ces cas-là à cette terrible affaire et à l'assassinat de notre collègue Samuel Paty. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez raison de poser cette question parce que on pense que l'école est là pour transmettre des savoirs. Et on a raison. Sauf qu'elle n'est pas là uniquement pour transmettre des savoirs. L'article 111-1 du Code de l'éducation, alors c'est le seul dont je connais le numéro, 111-1, après je suis perdu, dit 2 choses. Elle dit effectivement que l'école est là pour transmettre les savoirs, mais elle est là aussi pour faire partager les valeurs de la République. Et ça, c'est quelque chose qui est peu connu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les parents, en réalité, n'ont pas toujours conscience que, on ne conteste pas ce que dit l'école. Puisqu'on fait le choix de l'école publique. Il y a d'autres choix qui sont possibles. Je comprends très bien que dans certains quartiers ou dans certains espaces,
c'est un choix contraint parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Mais néanmoins, c'est l'école publique. Et l'école publique, on respecte ce qu'elle dit. Parce que les programmes, les professeurs suivent les programmes, et les programmes, eh bien, c'est la loi. Voilà, on se plie à la loi. Et je crois, pour finir de répondre à votre question, Raphaël, je crois qu'on ne rappelle pas assez aux enfants, c'est-à-dire aux élèves, aux familles en général, que quand on fait le choix de l'école publique, eh bien, il y a des règles à respecter. Et que la parole de l'enseignant, les documents qui sont utilisés, les textes qui sont étudiés, doivent être respectés et étudiés dans le cadre scolaire, de manière tout à fait normale. Voilà, on doit respecter cela. Et je pense que l'école gagnerait en apaisement, je vais le dire comme ça, en faisant cela. C'est-à-dire en disant aux parents, voilà, vos enfants n'ont pas à contester les enseignements des professeurs, et vous non plus. Et si on pense, par exemple, je me permets, tout le monde a entendu parler de cette histoire à Issou, par exemple, où des élèves de 6e se sont offusqués que la professeure de lettres montre un tableau du 17e, Diane et Actéon, où des femmes étaient représentées nues. Représentées, on ne voyait pas des femmes nues, on voyait des représentations de femmes nues. Et ces élèves, soutenus par leurs parents, en disant c'est inadmissible. Mais si les parents avaient été, on va dire, prévenus, avaient été alertés sur à l'école, la République, ça se passe comme ci et ça se passe pas comme ça, et bien peut-être qu'on n'aurait pas eu ces contestations que nous avons eues. D'ailleurs, je vois que vous êtes aussi attaché à la pédagogie et à son impact sociétal. Sans nier les difficultés qui sont réelles, que pensez-vous des propos catastrophiques et déclinistes sur l'école républicaine et de manière plus large sur la jeunesse ? Je pense qu'il faut s'en méfier des propos déclinistes. Mais en même temps, je crois qu'il faut regarder le réel tel qu'il est. C'est ce qui est toujours très difficile, si vous voulez. C'est très difficile de ne pas sombrer dans le pessimisme à certains moments. Et en même temps, il faut toujours avoir en tête qu'il se passe des choses formidables dans l'école de la République. Donc c'est un entre-deux, je dirais. Oui, les enquêtes, notamment les enquêtes PISA, mais également les évaluations, nous montrent que le niveau des jeunes Français baisse. Je veux dire, on ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier. Et cela, c'est inquiétant. C'est d'autant plus inquiétant, je crois, que le niveau des jeunes Français baisse d'abord dans les classes populaires. Et ce sont les classes populaires, c'est-à-dire les enfants issus des quartiers, je vais être très clair, les quartiers de relégation sociale, parlons très clairement, qui souffrent les premiers de ces difficultés scolaires. Or, l'école aujourd'hui, au regard de ces résultats, n'est pas capable de faire s'élever le niveau général de ces enfants. Donc il y a un problème, il y a de grandes difficultés. Ça ne veut pas dire que nous sommes dans un déclin général et que le pays va s'effondrer parce que son école est en train de s'effondrer. Il ne faut pas tomber non plus dans cette caricature. Mais je crois qu'il ne faut pas nier la réalité. Il y a de vraies difficultés. Il y a des questions auxquelles l'institution a du mal à répondre. Je vais en poser une toute bête. Et vous allez voir qu'elle n'est pas simple. Il se trouve que dans les quartiers de relégation sociale, où j'enseigne, il y a des enfants qui rencontrent des difficultés personnelles, individuelles. Ces enfants sont en classe. Ils ont du mal parfois à tenir en place, ils ont du mal à se concentrer, ils ont du mal à rentrer dans les apprentissages et dans leur scolarité. Mais ils sont là. Parce que l'école publique, contrairement à l'école privée, ne choisit pas ses enfants. Et donc, ils sont là et nous devons faire avec eux. Mais 1 ou 2 élèves peuvent vous retourner une classe. En permanence, à chaque cours. Et l'institution scolaire aujourd'hui, malheureusement, est très peu équipée pour faire face aux besoins, parce que ce sont des besoins réels, et finalement parfois même des appels au secours de ces enfants. Voilà. Comment on gère cela ? Alors on peut toujours se dire, ce que font certains malheureusement, mais on n'a qu'à le virer de cours. Mais non, le rôle de l'école, c'est d'enseigner, c'est pas de virer, c'est pas de mettre à la porte des enfants. C'est bien sûr qu'ils rencontrent des difficultés, bien sûr qu'ils parfois sont ingérables. Mais il faut réfléchir à des solutions, à des processus, à des procédés qui pourraient venir en aide d'abord à ces enfants, mais également à leur famille, parce que vous imaginez bien que des enfants qui rencontrent ce type de difficultés sont des enfants qui ne vivent pas au quotidien forcément très bien.
Alors du coup, ça me fait penser, il y avait un article de Charlie Hebdo qui parlait du collège, dans le 18e, de deux collèges, Antoine Coisevox, et alors le nom m'échappe du deuxième. Je crois. Du coup, ce que vous me dites, ça me fait penser à la carte scolaire. Ouais. Est-elle mal agencée finalement? La carte scolaire, je ne crois pas que la carte scolaire soit mal agencée. En revanche, il existe ce qu'on appelle l'évitement scolaire. Et l'évitement scolaire va aggraver les déséquilibres créés par la carte scolaire. La carte scolaire, elle essaye de tenir compte des différents quartiers, des différents positionnements sociaux des quartiers, si vous voulez. Mais quand vous avez une ville, je veux stigmatiser aucune ville, hein, mais voilà, je pense instinctivement à Clichy-sous-Bois dans le 93. Quand vous avez une ville comme Clichy-sous-Bois, les quartiers bourgeois, vous les cherchez en fait, vous voyez. Et donc pour faire un mélange, vous pouvez pas faire de mélange. Donc la carte scolaire, elle est ce qu'elle est. Quand vous avez des quartiers, ou plutôt des villes où vous avez une différenciation sociale en fonction des quartiers, vous pouvez essayer d'imaginer une carte scolaire qui permette un recrutement et ce recrutement donnant lieu à une vraie mixité scolaire et une mixité sociale. Oui, mais il y a aussi l'évitement scolaire. L'évitement scolaire, il est de deux types. Le premier, c'est je ne veux pas que mon enfant aille dans cet établissement public, donc je vais faire en sorte d'avoir une adresse ailleurs pour qu'il aille dans un autre établissement public. Ça, c'est la première forme d'évitement scolaire. Puis la deuxième forme d'évitement scolaire, vous m'excuserez de le dire, mais c'est l'enseignement privé. Hein. Je veux dire, voilà, c'est l'enseignement privé à 80, je sais plus combien, 15% au plus catholique. C'est une forme d'évitement scolaire. C'est-à-dire, je ne veux pas que mon enfant... Vous savez, il suffit de regarder ce qui se passe à Paris. Paris, c'est très intéressant pour ça. Jusqu'en CM2, c'est-à-dire jusqu'à la fin du système d'école primaire, vous avez une grande mixité scolaire. Voilà. Et puis, dès qu'on passe au collège, voilà, hop, comme par enchantement, cette mixité sociale et scolaire, elle diminue de manière très, très significative. Oui, il y a un problème de répartition... il y a un problème de mixité, c'est une évidence. La carte scolaire ne peut pas y répondre en l'état, du fait de cet évitement scolaire, du fait que, j'ai oublié de préciser, mais peut-être que tout le monde le sait, mais je ne suis pas sûr, l'enseignement privé ne répond à aucune carte scolaire. Il n'est pas limité dans son espace de recrutement. Donc il prend qui il veut, s'il a de la place. Hein. Il prend qui il veut. Hein. Et donc ça change, ça fausse la donne, si vous voulez. Je lisais hier une tribune de l'ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem dans Le Monde qui disait peut-être que l'enseignement privé devrait, qui contractualise avec l'État, hein, donc l'enseignement privé sous contrat, devrait recevoir des subsides de l'État en fonction du pourcentage d'enfants boursiers ou issus des classes sociales, des CSP comme on dit, hein, des classes sociales défavorisées. Plus on a de classes sociales défavorisées, plus on obtient des subsides de l'État. Ça me semblerait peut-être plus juste que le système actuel. C'est vrai que, notamment dans le collège dont je vous ai parlé, il y a aussi cette problématique. Alors, le terme n'est pas forcément employé à ce moment-là, mais je trouve qu'il peut être pertinent. C'est la notion de main invisible. Est-ce que, par la mixité, est-ce que par une carte scolaire qui serait alors peut-être soit plus agencée ou qui pourrait répondre éventuellement au problème, le fait que des quartiers plutôt défavorisés et favorisés se réunissent, est-ce que réellement il y a un indice, quelque chose qui prouve que la mixité, elle est bien là, qu'il y ait une hausse, par exemple, des notes, de l'ambiance, de l'atmosphère? Alors, on a des expériences qui sont en cours. Je pense à celle que vous avez citée à Paris, dans le 18e arrondissement. Vous en avez une à Toulouse, par exemple. Hein, où alors Toulouse, on est sur un système qui est différent de celui de Paris. Il s'agit d'acheminer vers des collèges de centre-ville des enfants issus de quartiers périphériques et vice-versa. Ça ne se fait pas sans résistance, hein, parce que les parents vivent aussi avec l'idée ou des représentations, je ne sais pas comment le dire, des difficultés que rencontrent certains établissements et des difficultés que pourraient poser éventuellement certains enfants qui viennent de quartiers populaires. Mais c'est vrai aussi des résistances dans les quartiers populaires. Hein, une certaine méfiance en disant « mais pourquoi mes enfants ils vont aller loin vers le centre-ville, dans le collège ?» Donc ça, c'est pas évident. Mais une fois que ça s'est mis en place, et c'est Georges Méric, hein, l'ancien président du conseil départemental, aujourd'hui c'est M. Vincini qui a repris ça en Haute-Garonne,
on voit deux choses en fait. On voit un progrès, oui, un progrès des résultats, un progrès général des résultats scolaires. On va pas se mentir, tout le monde va pas faire Polytechnique, hein. Et tant mieux d'ailleurs. Mais il y a un progrès qui est pas immense, voilà, on va dire les choses très clairement, qui est pas mirobolant, mais qui est là quand même. Mais surtout, moi ce que je pense même peut-être plus important que ça, c'est que ces enfants se rencontrent. Ces enfants se parlent. Ces enfants échangent, sont assis côte à côte dans les classes, jouent ensemble au foot ou à autre chose. On est à Toulouse, peut-être qu'ils jouent au rugby, mais enfin sur le béton ça fait mal, dans les cours d'école. Et donc ils construisent un quotidien en commun. Est-ce qu'ils s'invitent aux anniversaires? Je n'en sais rien. Mais il y a des moments de rencontre. Et ces moments de rencontre, ils sont très importants parce que vous avez des espaces où les enfants vivent une vraie ghettoisation sociale, mais aussi, il faut dire les choses, je crois, cette ghettoisation sociale aujourd'hui en France, elle se double d'une ghettoisation culturelle. Pour le dire très clairement, dans certains quartiers, vous avez des populations qui sont plus ou moins récemment issues de l'immigration, et notamment d'une immigration venue d'Afrique, qu'elle soit d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne, et qui a par exemple, pour prendre cet exemple-là, un rapport à la religion qui est tout à fait autre que le rapport à la religion global, général, on va dire comme ça, de l'ensemble des Français en général. Et donc, quand vous avez des classes où vous avez 100% des enfants qui appartiennent ou qui sont issus de familles croyantes, eh ben, c'est pas du tout la même chose que quand vous avez une partie qui est croyante, une autre qui ne l'est pas, une autre qui s'en fout. Et ce qui est important, c'est qu'il y ait plusieurs, cette diversité, de manière à ce que l'enseignant ne soit pas l'unique personne dont les enfants soupçonneraient, les élèves soupçonneraient, qu'il n'est pas croyant. Parce que vous avez quand même pas mal de collègues qui disent « moi je suis athée ». Ils n'ont rien à dire en fait. En réalité, la laïcité, c'est ne rien dire. C'est pas dire si on est athée, on est croyant, pas croyant. C'est de dire ça ne vous regarde pas. Mais donc il y a une confusion entre laïcité et athéisme. C'est pas la même chose. Mais bon, peu importe. Mais beaucoup d'élèves se représentent le prof comme étant en général plutôt athée, ce qui est d'ailleurs pas nécessairement vrai, mais peu importe. Et donc du coup, l'altérité, si vous voulez, en termes culturels, c'est juste le prof ou les profs. Et ça pose un problème. Parce que finalement, le monde des profs, c'est pas leur monde. C'est un monde d'ailleurs. Et d'ailleurs, souvent dans les quartiers, comme en Seine-Saint-Denis, les profs n'habitent pas forcément là, viennent peut-être de Paris, viennent de... Voilà, et donc il y a cette image qui se crée, si vous voulez, dans les esprits de certains élèves, de cette différenciation des mondes. Et d'ailleurs, moi ça m'arrive souvent, quand je dis, vous savez, ça m'est arrivé il y a quelques semaines, j'écris au tableau 51%. C'est quoi ce 51%? C'est un sondage IFOP de septembre 2021 qui dit que 51% des Français ne sont pas croyants. Voilà. Et je dis, voilà, 51% des gens en France ne sont pas croyants. Réponse d'un de mes élèves, ah oui, mais ça, c'est les Français. Et qu'est-ce que tu veux dire par c'est les Français? Bah, c'est les Blancs, quoi. Je fais, mais je crois que français, c'est pas une couleur de peau. Je suis même sûr que c'est pas une couleur de peau. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc on a discuté, parce qu'évidemment, il s'est exprimé de manière tout à fait naturelle. Je ne l'ai évidemment pas tensé, pas du tout. J'ai expliqué que voilà, les termes ont une signification. Mais pour eux, ils sont tellement, mes élèves, ils sont tellement dans un milieu où croire, c'est la norme, que ne pas croire, c'est ailleurs. C'est pas leur monde. Et c'est ça le problème de l'absence de mixité aussi. C'est que la seule confrontation à une autre vision du monde, c'est celle représentée par les professeurs. Il faudrait que cette confrontation apaisée avec d'autres visions du monde, elle vienne d'autres élèves. Voilà. Et que d'autres élèves se permettent de dire, mais vous croyez, mais chez moi on ne croit pas, et on a le droit de ne pas croire, etc. C'est ça qui permet la construction d'une société apaisée et en même temps qui ne se referme pas, ou dont des groupes ne se referment pas sur eux-mêmes. Et ça, je pense que c'est, me semble-t-il, un vrai challenge pour l'avenir. Mais vous savez, se refermer sur soi-même, je me permettrai cela quand même, c'est vrai de ceux qui croient quand ils ne sont qu'entre eux, mais c'est vrai d'autres.
sur des raisons, sur des questions sociales, qui s'enferment, je ne vise personne en particulier, mais qui s'enferment dans des établissements prestigieux, privilégiés, et qui fuient la confrontation avec des enfants issus de classes populaires, voire même de classes moyennes. Ça me fait penser à une citation du comte, alors attendez, que je me rappelle de son nom, c'est le comte Stanislas de Clermont-Tonnerre. Exactement. Oui. Vous parlez de la citation de décembre 1789 ? Exactement, avant 91, voilà. Qu'ils deviennent citoyens. Il faut tout accorder aux Juifs comme individus et rien comme nation. Exactement, il va même un peu plus loin, il dit d'ailleurs, il faut qu'ils ne fassent dans l'État ni un corps politique ni un ordre, il faut qu'ils soient individuellement citoyens. Et je pense que c'est ça aussi la problématique actuelle, c'est que penser quand on sait que le séparatisme aussi national des générations nouvelles semble plutôt préoccupant. Ouais, cette citation, elle est extraordinaire en réalité, et merci de l'avoir exhumée parce qu'elle est formidable. Elle nous explique ce qu'est la France en fait. En France, et d'ailleurs tous les profs devraient connaître cette citation et devraient l'enseigner en réalité. Il est question de l'émancipation des Juifs, c'est-à-dire, pour le dire clairement, là c'est le prof d'histoire qui parle, je suis désolé, c'est une déformation professionnelle. Mais 1789, on devient citoyen, on n'est plus sujet du roi, on devient citoyen. Mais la question se pose parmi les citoyens français, et notamment parmi les constituants de l'Assemblée nationale constituante, qu'est-ce qu'on fait des Juifs ? Parce que les Juifs vivaient dans une situation de relégation juridique, sociale également, mais surtout juridique. Aux yeux de la loi, ils n'étaient rien, il n'y avait pas vraiment de statut, c'était très compliqué. Et puis le statut n'était pas le même en fonction de l'endroit où ils vivaient. Et donc, la question se pose, qu'est-ce qu'on fait des Juifs ? Et Stanislas de Clermont-Tonnerre fait une proposition, il dit voilà, on ne va rien leur accorder on va tout leur accorder comme individu et rien comme nation. Par nation, je crois qu'il faudrait comprendre aujourd'hui, et vous l'avez dit d'ailleurs Raphaël après, communauté. C'est-à-dire que la République française ne vous reconnaît que comme citoyen. Ce qui est énorme, en fait, en réalité. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce qui vous détermine par ailleurs ne regarde pas la République et ne regarde pas l'État. Voilà. Pour l'État, vous êtes citoyenne et citoyen, sur un plan strictement égal. Voilà, quel que soit le fait que vous croyez ou pas, de votre couleur de peau, votre origine, l'État, excusez-moi de le dire de manière un peu triviale, s'en tamponne. Ça ne le regarde pas. Ce qui compte, c'est la citoyenneté. Et c'est ça l'histoire de l'émancipation des Juifs, en fait. C'est pour ça que c'est absolument génial, cette phrase. Elle nous explique ce qu'est la République française et ce qu'est la citoyenneté. Vous êtes citoyen parce que vous êtes citoyen. Tout le reste, on s'en fout. Ça ne regarde pas l'État. Ce qui n'est pas le cas partout, pas du tout. C'est vraiment la structure de la citoyenneté française qui est formidable et qui laisse et qui renvoie à la vie privée ce que nous pensons nous déterminer par ailleurs. Voilà. Et ça, c'est assez extraordinaire. Ça a été pensé, il a fallu attendre 1 an et demi après pour l'émancipation des Juifs, puisque de mémoire c'est septembre 1791, oui, l'émancipation des Juifs, donc ils deviennent citoyens à part entière. Fait nouveau en Europe, les Juifs n'étaient rien ailleurs, il n'était pas grand-chose en France, et ils deviennent citoyens à part entière. Ça c'est la France, et ça c'est la République. Enfin, c'est pas encore la République en 1791, mais on va vers la République. Les prémices. Exactement. Ce qui est du coup d'autant plus marquant, je vais vous parler personnellement, mais autour de moi, donc j'ai pas mal de personnes qui se disent soit musulmans, soit athées, et que ça soit aussi au niveau religieux que politique, genre ou je ne sais quoi. Ce qui me pose beaucoup de problèmes à moi, c'est de me dire que ces individus ne sont pas que cette identité-là. Ils en ont plusieurs. Ils aiment peut-être une couleur particulière, une langue, une culture. Et maintenant, en ce moment même, on est tout le temps à sortir de cette phrase, en fait, aller à l'envers de cette phrase, justement, et de se dire non, moi je suis ça et tu ne peux pas me l'enlever. Je crois que vous avez raison. C'est une réflexion que je me faisais il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Je me disais qu'il y avait beaucoup de gens qui confondaient au sens de mettre ensemble la religion et l'identité, comme si la religion était au fondement de l'identité. Moi je ne le crois pas. La religion c'est une partie, ça peut être une partie de l'identité, mais qui n'est sûrement pas réductible à la religion. Or, vous savez, quand un professeur
illustre un cours par un dessin, par exemple, humoristique, tiré, par exemple, de Charlie Hebdo, sur telle ou telle religion. Certains élèves se disent offensés parce qu'ils se sentent attaqués. C'est là où est la confusion. Ils font une confusion entre ce qu'ils pensent être leur identité, définie uniquement par la religion. Mais ça, c'est une construction. Je veux dire, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à mettre à distance. Et il y a aujourd'hui, effectivement, une confusion entre la religion et l'identité. Je crois qu'il faut rappeler, vous avez raison de le dire, que les identités, elles sont multiples. Voilà, moi je suis un professeur, je suis un homme, je suis un rugbyman, ça se voit pas, mais c'est comme ça. Donc j'ai dit de multiples identités. Et je ne me définis pas, et je ne suis pas défini et réductible à une identité. Et puis en plus, les identités, elles sont mouvantes en réalité. Et cette idée que voilà, une religion définit une identité de manière immuable, en réalité, elle m'est insupportable. Elle fixe des choses qui ne devraient jamais être fixées, parce que justement, la liberté de conscience que nous offre la laïcité, c'est la liberté de croire, de ne pas croire et de changer de religion. Et donc c'est la possibilité d'évoluer. C'est la possibilité d'évoluer. Si l'identité est immuable, jamais on ne peut évoluer. Mais heureusement, il y a l'école de la République qui est là pour proposer la possibilité de l'émancipation. Et ça, c'est très important. C'est ce qui fait le fondement de la laïcité scolaire, la proposition de la liberté. Vous en faites ce que vous voulez, mais on va vous la proposer. Et c'est là où on voit qu'il y a des conflits avec certains élèves, parce que justement, ceux qui considèrent que l'identité, la religion les constitue identitairement, eh bien, ils sont confrontés à des choses à l'école qui va bousculer cela. Et je pense que l'école a raison de bousculer cela. Il faut offrir la possibilité de la liberté à ses enfants. Alors du coup, une question pour faire le lien aussi, c'est que vous relevez qu'un enseignant sur 2 déclare s'être auto-censuré au moins une fois. Un enseignant sur 4 déclare s'auto-censurer plutôt ou très régulièrement. On ne peut pas ne pas penser au constat établi par la sœur de Samuel Paty, qui a mis en cause la passivité de l'institution et le comportement de certains collègues de son frère. Quel bilan pourriez-vous établir depuis l'assassinat de Samuel Paty, suivi de celui de Dominique, tous deux ciblés par de jeunes islamistes? Mais vous avez raison, oui, parce que l'autocensure des enseignants est aujourd'hui une vraie question. J'étais hier, dans un lycée de l'Essonne, j'étais pas loin d'ici, et un professeur me disait que parmi ses collègues, il avait des collègues qui n'osaient plus parler de certains sujets, parce que dans leur classe, ils sentaient que c'était tendu. Ils n'avaient pas nécessairement envie de lutter pied à pied face à des élèves qui allaient être très réactifs, voire très revendicatifs sur telle ou telle question. Alors, finalement, ils se mettent en retrait. Et donc, effectivement, ils s'autocensurent. Alors, on essaye de mesurer cette autocensure par des différents sondages. Les sondages que vous avez cités, ce sont les sondages de l'IFOP. Ce qui est très intéressant, c'est que j'ai en tête 3 sondages de l'IFOP sur cette question de l'autocensure. 2018, 2021, janvier 2021, et le dernier, de ma connaissance, c'est décembre 2022. On est passé, pour ce qui est de l'autocensure, alors, il faut être honnête, c'est la question de mémoire était... Vous êtes-vous censuré au moins une fois, sur des questions religieuses. Et on est passé de 36 à 40, je crois que c'était 46, à 49, à 56 aujourd'hui. 56% des profs, donc on a augmenté de ces 20% de plus, qui se sont déjà autocensurés une fois. Mais là où vous avez raison, Raphaël, ce qui est important, c'est le quart des enseignants qui se censurent plusieurs fois par an. C'est ça qui est très important. Ça veut dire que là, on est face à un phénomène qui gagne. Et ce phénomène, il traduit plusieurs choses. D'abord, il traduit cette sensibilité exacerbée des élèves sur les questions religieuses. Ça, c'est le premier point. On en a déjà parlé. Le deuxième point, je crois que c'est le sentiment d'insécurité, et d'abord d'insécurité intellectuelle, des enseignants sur les questions religieuses. Quand on est tranquille, quand on est à l'aise, sur ces questions-là, sur le fond, on peut y aller, on peut discuter. Moi, je crois qu'on peut parler de tout en classe. Absolument de tout. Mais il faut être assuré, il faut être fort sur ses bases, on va dire, et notamment scientifiques. La troisième chose, c'est l'insécurité physique. On ne peut pas aujourd'hui
passer à côté de le sentiment d'insécurité physique qui est réel ou supposé. Mais à partir du moment où on a assassiné 2 professeurs, comment ne pas penser à la question de la sécurité personnelle sur des questions religieuses? Mais tout le monde y pense. Tous les profs ont ça en tête aujourd'hui. C'est une évidence. La 4e chose, c'est, je dirais, le sentiment de solitude. Le sentiment de solitude de nombre de professeurs dans leur salle de classe qui ont à affronter des discours parfois virulents, quand ce n'est pas des attitudes, mais ça, je pense que ça reste mesuré quand même, il faut l'espérer, et qui ne se sentent pas soutenus par leur hiérarchie directe. Pour la Fondation Jean Jaurès, j'avais dirigé un sondage qui montrait que 54% des enseignants, en cas d'incident sur des questions religieuses, en faisaient référence à leur chef d'établissement. Ça veut dire que 46% ne le font pas. Et pourquoi ils ne le font pas? D'abord, par peur d'être jugés. Moi, quand j'étais jeune enseignant, il y a de cela bien longtemps, j'entends encore ma chef d'établissement, quand je suis allé dénoncer l'antisémitisme de certains de mes élèves, qui étaient très virulents. On était au moment de... c'était le 11 septembre, et puis la 2e intifada. Vous voyez, donc c'était chaud. Hein. Et c'était les premiers problèmes liés à l'antisémitisme, d'un antisémitisme très virulent. Bah, ma chef d'établissement, à ce moment-là, m'a dit, mais qu'est-ce que vous leur dites pour qu'ils réagissent comme ça? Donc c'était de ma faute. Donc à partir du moment où vous êtes jugé, ou vous pensez que vous allez être jugé, soit sur le contenu de votre cours, soit sur votre posture d'enseignant, soit sur le fait que vous ne tenez pas votre classe, bah vous n'allez pas voir votre hiérarchie. Hein, et l'incident, il passe, voilà, et vous vivez avec, en fait. Alors, le sondage, l'étude que j'avais menée montrait que les enseignants pouvaient se tourner aussi vers leurs pairs, hein, vers les autres professeurs qui leur venaient en aide. Mais si les enseignants ne peuvent pas s'adosser à l'institution, ne peuvent pas se sentir soutenus par l'institution, quoi qu'il se passe en classe, comment voulez-vous qu'on mette fin à l'autocensure, en fait? Si on n'est pas soutenu, si on n'a pas le sentiment d'être soutenu, eh ben, on va se taire ou on va se tourner vers les collègues, et puis on va naviguer de manière à éviter les ennuis. Voilà. Et c'est ça qu'il se passe dans les classes. Alors, du coup, ça me fait penser qu'il y a aussi des outils, notamment le cahier d'hygiène et de sécurité dans tous les collèges, qui doit être accessible, et où à l'intérieur, on peut marquer notamment toutes les atteintes à la laïcité, qu'on soit professeur ou du corps en règle générale d'autorité avec les élèves. Est-ce qu'il y a d'autres outils qui puissent aider les professeurs sans pour autant forcément passer par l'administration de peur d'être jugés? Oui, il y a d'autres outils. Alors, le cahier dont vous parlez, il y a beaucoup de profs qui ne savent même pas où il est. Hein. Mais bon... Mais oui, il y a d'autres outils. Il y a un logiciel qui a été mis en place par le ministère depuis quelques années maintenant, qui s'appelle Fait Établissement. Et vous pouvez de manière anonyme, hein, c'est important, hein, de manière anonyme, vous pouvez signaler un incident, voilà, directement. Vous pouvez le faire par l'intermédiaire du chef d'établissement, mais si vous ne voulez pas le faire par l'intermédiaire du chef d'établissement, vous pouvez le faire seul. Voilà, et signaler l'incident. Voilà, c'est une possibilité. Oui, on peut aujourd'hui... signaler les incidents quand ils arrivent. Mais toujours avec le même problème. Au fond, c'est que si l'incident est signalé au rectorat, le rectorat va se tourner vers la personne, et puis à un moment donné, le chef d'établissement va être mis au courant. Et comment le chef d'établissement va-t-il vivre le fait qu'il ait été contourné par le signalement fait établissement? Pas forcément toujours très bien. Vous auriez pu me prévenir, maintenant j'ai les services sur le dos, etc. etc. Ça se passe toujours comme ça, en fait. Enfin, toujours, très souvent. Donc, vous voyez, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, si vous voulez. Donc, ce qu'il faut, moi je pense que ce qu'il faut absolument, c'est que les chefs d'établissement, mais la mentalité est en train de changer, hein, mais il y a du boulot encore. Les chefs d'établissement prennent conscience que, mais c'est pas de leur fait, c'est au-dessus. Et au-dessus qu'on prenne conscience qu'on ne doit pas juger les chefs d'établissement comme on ne doit pas juger les profs aux incidents qu'il y a dans leurs établissements. Voilà, on doit les juger sur la manière dont ils résolvent ces questions et comment ils y répondent. La manière la plus efficace et la plus républicaine possible, et la plus juste aussi, et la plus juste possible. C'est ça qui importe. C'est pas le nombre de conseils de discipline. Si on juge un chef d'établissement au nombre de conseils de discipline, bah, plus personne va en faire.
Voilà. Alors, je dis pas qu'il faut en faire des conseils de discipline, mais parfois la sanction c'est une forme d'éducation et c'est important aussi de marquer les limites. Donc voilà, je pense qu'il y a des mentalités à changer. Vous savez, les ministres se succèdent et on les entend tous dire le pas de vague c'est fini. Enfin tous. Depuis Jean-Michel Blanquer. Depuis Jean-Michel Blanquer, on entend dire le pas de vague c'est fini. J'ai entendu Pape Ndiaye dire le pas de vague c'est fini, et puis Gabriel Attal le pas de vague c'est fini. La ministre actuelle, pour l'instant, elle a d'autres soucis, donc elle n'a pas encore parlé du pas de vague, mais ça viendra. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est vrai qu'on progresse, mais vous avez encore beaucoup de gens qui sont dans cette mentalité-là et dans cet état d'esprit en disant « Ouh là là, faut pas trop qu'on parle de nous, pas de mauvaise publicité, pas de... » Et puis voilà. Et donc, on met la poussière sous le tapis. Voilà. Alors, de moins en moins, il faut l'espérer, et d'ailleurs les signalements et la culture, on essaie de cultiver, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais de mettre en avant une culture du signalement. Hein. C'est pas une culture de la délation. Hein. C'est signaler, c'est pour mieux traiter. Quand on signale un enfant qui dit des choses terribles pour des raisons religieuses dans une classe, on va peut-être venir en aide à cet enfant parce qu'il est en train de basculer. Hein. Et donc c'est pas de la délation, c'est de l'aide. Ce sont des enfants. Et c'est le rôle de l'école de venir en aide aux enfants qui peuvent être dans un processus, c'est possible, par exemple de radicalisation. Je vous dis ça parce que il n'y a pas longtemps, j'ai une jeune collègue qui m'a dit « mais moi je ne balancerai pas ». Mais il ne s'agit pas de balancer, il s'agit de venir en aide aux enfants. C'est ça qui est très important. Moi je me pose une question, c'est et les AED, les AESH, les assistants d'éducation. N'est-il pas aussi dangereux d'avoir un discours qui vise principalement les professeurs, et donc c'est très bien d'ailleurs, hein, mais où on oublie souvent aussi les assistants d'éducation, cette jeune génération qui arrive, qui sont au contact avec les jeunes, qui vont avoir des strates importantes peut-être de l'administration plus tard, et qui eux-mêmes commencent à avoir un discours plutôt un séparatisme national, voire même décliner les lois de la République, et notamment face à des enfants. Comment on s'y prend, et y a-t-il des solutions avec ces AED, ces AESH ? Alors on s'y prend pas très bien. On ne s'y prend pas très bien parce que je pense qu'on n'a pas vraiment pensé encore aujourd'hui, et on n'a pas encore pensé vraiment la question de la formation aux principes et valeurs de la République de ces corps. Or, c'est fondamental. Là encore, vous avez raison, Raphaël. Il faut absolument rappeler à ces AED, à ces AESH, à tous ces personnels qui sont au contact direct des élèves dans la cour, à la grille, etc., dans les couloirs, que la République, elle a des règles, elle a des principes, qu'ils assurent un service public, en réalité un service public d'éducation, mais qu'ils assurent un service public, et qu'en tant qu'assurant un service public, ils doivent se cantonner à respecter des règles dans le cadre de leur travail quotidien. On n'a pas un AESH, un AED n'a pas à dire à un élève comment il doit s'habiller ou pas, n'a pas à donner des conseils sur telle pratique ou pas. Il se doit de rester neutre. Il se doit de rester neutre et pas d'influencer ou non. La neutralité d'un AESH ou d'un AED doit être la même que celle d'un enseignant. Ce sont des fonctionnaires en réalité. Voilà, contractuels, mais assimilés fonctionnaires. Donc la neutralité s'applique. La neutralité s'applique. On a le droit, moi je pense qu'à titre personnel, on a le droit de pas être d'accord avec les lois de la République. Voilà, ok. Alors quand on devient enseignant, ça pose problème quand même, parce qu'on fait quand même un choix. Si on n'est pas d'accord avec les lois de la République quand on devient enseignant, c'est qu'on rencontre soi-même une petite contradiction, à moins qu'on veuille torpiller l'école de l'intérieur. C'est ce qui est possible, il y en a. Mais quand on est AED, je veux dire, on va faire ça quelques années, on a le droit de ne pas considérer que les lois de la République ou les principes et les valeurs de la République, c'est pas ce à quoi on aspire. Mais dans le cadre de son travail, on n'a pas le droit de le dire. Et on n'a pas le droit d'agir contre. Malheureusement, on a négligé aujourd'hui la formation de ces personnels. On les engage parce qu'ils sont étudiants en général. Parfois, ils ont été anciens élèves de l'établissement ou de l'établissement d'à côté. Ça aide socialement, ça aide des populations de ces quartiers, c'est important aussi. Mais parfois, on oublie de rappeler les cadres et de rappeler le cadre républicain dans lequel ils doivent travailler et ils doivent participer à l'éducation citoyenne des enfants, c'est-à-dire des élèves. Il faudrait que j'arrête de dire des enfants parce que c'est des élèves, c'est vrai, mais voilà. Comme vous le savez, il y a une étude de la Fondation Jean Jaurès qui montre qu'un clivage générationnel
commence à se dessiner sur la perception des valeurs républicaines et plus particulièrement de la laïcité, perçue y compris par certains membres de la communauté éducative comme discriminante, pas adaptée ou encore dépassée. En tant qu'enseignant, estimez-vous qu'un travail de pédagogie et ou de formation serait souhaitable envers les jeunes enseignants ? Alors oui, je connais cette étude puisque c'est moi qui l'ai dirigée. Et je vous assure que quand on a vu les résultats, on l'a faite avec celle-ci, on l'a faite avec Jérôme Fourquet. Et quand on a vu les résultats avec Jérôme, on est un peu tombé de l'armoire, quoi, en se disant waouh, le fossé générationnel, il est important. C'est-à-dire que effectivement, on voit un fossé se creuser entre les profs de plus de, on va dire 35-40 ans. J'ose pas dire les vieux profs, mais les profs affirmés, on va dire ça comme ça, et les jeunes profs qui rentrent dans le métier. Et les jeunes profs qui rentrent dans le métier, ils sont les produits de leur génération, en réalité. Ils ne sont pas une exception, hein. C'est un fait générationnel, en fait. C'est un fait générationnel. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a une vision de la laïcité qui est une vision, à mon avis, faussée par l'idée du respect et de la tolérance, mais au sens anglo-saxon du terme. Ce sont des générations qui ont été, et qui sont, comme nous le sommes, hein, en réalité, abreuvés de soft power américain, par les séries, par les réseaux, etc. On voit du soft power américain, et la société que nous voyons en permanence, c'est la société américaine, nord-américaine, où effectivement, il y a cette question de tolérance, de respect, etc. Mais parce que nos sociétés se sont construites sur des bases totalement différentes, notamment dans le rapport aux religieux. Je pourrais l'expliquer si vous voulez. Je le vois très bien en salle des profs, parce que moi je suis dans un établissement où, comme dans tous les établissements classés sensibles, on va dire, je vais l'appeler ça comme ça, il y a un turnover important. Les profs restent 2, 3, 4, 5 ans, allez, puis après ils s'en vont. Ils s'en vont parce que, c'est pas toujours facile, puis 2, vous savez, les jeunes profs qui arrivent chez moi, ils viennent de Grenoble, ils viennent de Toulouse, ils viennent de Nice, ils veulent rentrer chez eux, hein. Et puis quand vous allez à Grenoble, c'est un peu plus facile, même si les prix ont monté, c'est un peu plus facile d'acheter une maison ou un appartement qu'à Paris et même à Saint-Denis. Donc voilà, le pouvoir d'achat, ça compte aussi, donc on s'en va. Et donc pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai beaucoup de jeunes profs, moi, en salle des profs. Et j'ai parfois des collègues qui ont des réponses très étonnantes aux questions qui se posent sur la laïcité. Une jeune collègue qui un jour me dit, il n'y a pas si longtemps que ça, mais pourquoi on embête les jeunes filles avec les abayas ? Ce sont de bonnes élèves. Alors je lui ai demandé, mais quel est le lien que tu fais entre le fait que ce soit de bonnes élèves, le fait qu'elles portent une abaya ? Si ça avait été de mauvaises élèves, qu'aurais-tu dit ? Je ne comprends pas très bien. Et en fait, vous voyez bien que tout ça pour vous expliquer pour illustrer le fait qu'il n'y a pas nécessairement conscience des enjeux, en réalité. Et en fait, il y a un problème de formation, puisque je vais finir par répondre à votre question. Il y a un problème de formation qu'on est en train de résoudre, en réalité. Mais vous avez des générations de profs qui sont rentrés dans le métier sans qu'on leur explique ce qu'était la laïcité. J'en fais partie. Moi, j'ai, j'ose plus le dire, 25 ans de métier. Je suis passé par ce qu'on appelait les IUFM, les Instituts Universitaires de Formation des Maîtres. Je ne me souviens même pas qu'on m'ait dit que j'étais fonctionnaire. Ça ne m'a pas marqué, en tout cas. On me l'a peut-être dit, mais alors... voilà. Et donc, ce que ça impliquait, en réalité, quant à la laïcité, je vais vous dire la vérité. Aujourd'hui, je suis membre du Conseil des sages de laïcité. On peut se dire que je suis un expert. Ouais, mais enfin, je suis devenu un expert, ou si je le suis, je suis devenu tout seul. C'est pas l'institution qui m'a dit voilà, il faut que vous soyez expert sur la laïcité. Pourquoi je me suis intéressé au sujet ? Parce que j'ai vu qu'il y avait un sujet. Et voilà, et donc je suis rentré dans ce sujet parce que justement, en face de moi, j'avais un sujet. Voilà. Et soit on s'y intéresse, et on se dit, voilà, la laïcité est la réponse aux questions qu'on se pose, et aux questions que se pose la société, soit on passe à côté. Et on peut passer à côté. Et du coup, on ne comprend pas les enjeux. Et je crois que nombre de jeunes enseignants, aujourd'hui, n'ont pas nécessairement conscience des enjeux. Et du fait que, eh bien oui, la laïcité, c'est la condition de la paix sociale, en réalité. Et c'est comme ça qu'il faut le présenter. C'est la liberté, bien sûr, mais c'est aussi la condition de la paix sociale. Et d'où la nécessité des formations. Et je vous disais qu'on progresse là-dessus et qu'on est en train de changer. Je vous ai parlé de... Enfin, on a mis en place cette épreuve au concours de recrutement. Ça porte ses fruits. Je discutais, il se trouve que je discutais la semaine dernière avec ce qu'on appelle des IAIP, c'est-à-dire des inspecteurs d'académie, inspecteurs pédagogiques régionaux. Ce sont ceux qui chapeautent les disciplines dans leur
dans les rectorats. Donc vous avez l'inspecteur d'histoire, l'inspecteur, etc. Et je discutais avec quelques inspecteurs qui me disaient qu'ils commençaient à voir les résultats de cette épreuve au concours avec des jeunes enseignants qui sont au fait des valeurs, des principes, de la nécessaire neutralité, de leur signification. Ça ne veut pas dire qu'ils y adhèrent, hein, mais ça veut dire qu'au moins ils savent. Et comme ils savent, il y a peut-être des choses sur lesquelles ils seront plus au fait que ceux qui n'ont pas eu ces formations. Je vais faire parler Louise Michel. Elle dit la tâche des instituteurs, ces obscurs soldats de la civilisation, est de donner au peuple les moyens intellectuels de se révolter. Elle le dit en 1886. Ce qui est assez étonnant, c'est de se dire que effectivement, si la jeune génération de professeurs commence à se mouvoir, commence aussi soit un problème de formation, mais où il y a des formations qui sont adéquates et mises à ces professeurs, n'était-il pas notamment sujet de la révolte aussi des élèves? Est-ce que des professeurs, en manque de formation, n'aident pas la révolte des élèves et aux esprits intellectuels qu'ils sont? Est-ce qu'ils arrivent à réfléchir, à avoir l'esprit critique? Elle est belle, la citation de Louise Michel, parce que Louise Michel voulait une république plus sociale, une république populaire, enfin pas populaire au sens populaire de Chine, hein, mais elle voulait une république plus sociale. Elle était très engagée, Louise Michel, et c'est une grande figure de la Commune notamment. Moi, ce que je crois, c'est que l'école doit donner la capacité à chaque élève de penser par lui-même, et c'est d'abord ça l'école de la République. Je ne suis pas sûr que tous les enseignants aient en tête cette idée-là. C'est-à-dire que chaque professeur est d'abord un expert dans sa discipline. Mais on devrait peut-être faire des enquêtes sur pourquoi êtes-vous devenu professeur. Et je pense que nous verrons qu'on est devenu, majoritaire, je ne sais pas si je peux dire majoritairement, je ne sais pas en fait, j'ai pas d'idée, mais quand même, quand je discute moi avec d'autres professeurs, et notamment dans ma salle des profs, chez des jeunes professeurs, beaucoup sont devenus professeurs par d'abord amour de leur discipline et aussi amour de la transmission de la discipline. La question finalement de la transmission des valeurs de la République, et donc comme le disait Ferdinand Buisson, le premier devoir de la République, c'est de faire des républicains. Et ce rôle, il échoue à l'école. Je ne suis pas sûr que tous les enseignants l'aient en tête. Et donc, voilà, je ne suis pas sûr que nous soyons, je dis nous profs, tous conscients que nous formons aussi des citoyens de demain. Et que je ne suis pas seulement prof de maths, moi je ne suis pas prof de maths, j'en serais bien incapable, mais je ne suis pas seulement prof de maths, je suis aussi prof de République, en fait. Voilà. Parce que si ce n'est pas la République, c'est quoi ? C'est ça la question derrière. On peut toujours penser que la République, elle est pas satisfaisante. Et on peut l'améliorer. Je suis moi convaincu, et je m'engage d'ailleurs pour ça, par ailleurs, pour essayer d'améliorer la République et la rendre plus sociale, comme aimait à le dire Jean Jaurès. Mais je ne suis pas sûr, pour vous répondre, Raphaël, que voilà, on est cette idée que nous devons fabriquer, même si c'est pas beau fabriquer. Construire, aider les élèves à se construire en tant que citoyens éclairés et avertis, conscients de leurs devoirs et conscients de l'intérêt général. C'est ça aussi aujourd'hui qu'on est en train de perdre. C'est le sens de l'intérêt général. Vous avez le développement et l'explosion des intérêts particuliers, de l'individu, mais pas seulement des individus, de l'individu, des groupes particuliers, au détriment de l'intérêt général. Et ça, c'est une vraie question. Ça, c'est une question, à mon avis, qui ne va pas s'arrêter d'être posée demain. Ça me fait penser, on va toucher autour du public, c'est le débat public. Français se crispe parfois d'ailleurs autour de la notion de la laïcité, présentée non pas comme un principe, mais comme une loi, une injonction autoritaire, une obligation, une contrainte, un particularisme. Tout un champ lexical qui consiste à questionner la légitimité de la laïcité. Comment pourrait-on réenchanter la laïcité tout au long du parcours scolaire? Riss écrivait récemment, dans les pages de Charlie Hebdo, qu'il fallait recommencer le travail pour chaque nouvelle génération. Qu'en pensez-vous? C'est Dominique Schnapper, la présidente du Conseil des sages, qui disait il n'y a pas longtemps, on a pensé que la laïcité était une évidence pour tout le monde. Et puis on s'est rendu compte, alors on s'en est rendu compte progressivement, on s'en est notamment rendu compte au moment de l'affaire Charlie Hebdo, de l'assassinat des membres de la rédaction,
Et on s'en est rendu compte, bien sûr, au moment de l'assassinat de Samuel Paty. Pourquoi ? Parce que dans les classes, les réactions n'ont pas été celles attendues. Et donc, attendues. Pour quelqu'un qui prêtait un peu l'oreille et qui avait un regard un peu aiguisé, je veux dire, on pouvait s'attendre à ce qui allait se passer. Et ça s'est passé. On a fait comme si c'était une évidence. Mais bien sûr, Rhys a raison. Il faut toujours remettre l'ouvrage sur le métier en permanence. Les jeunes qui arrivent sont vierges de tout savoir sur ces questions-là. Donc il faut leur expliquer. Mais vous savez comment on réenchante ? Alors réenchanter, c'est ambitieux, réenchanter. Je ne sais plus qui, il n'y a pas longtemps, me disait il faut rendre la République sexy. Ouais, je suis d'accord. Moi, je suis profondément républicain, je suis entièrement d'accord. Mais alors, sexy, je sais pas trop. Enfin voilà, faut que ça donne envie, quoi. On a compris. Il faut que la République donne envie. Mais moi, je crois que la République, elle peut donner envie, et c'est pareil pour la laïcité, en se comparant et en la comparant. Si on n'a pas la laïcité, qu'est-ce qu'on a comme modèle de société, comme modèle d'organisation de la société ? Hier, j'étais dans un lycée de l'Essonne, et on m'avait demandé de parler de laïcité à des classes de terminale, dans un lycée plutôt mixte. C'était intéressant d'ailleurs, justement parce que j'ai assisté à cette confrontation apaisée dans les débats qui ont suivi mon intervention. Et je suis parti de témoignages d'enfants issus de l'immigration, nouveaux arrivants en France en fait, le terme m'échappe, mais primo-arrivants, voilà, primo-arrivants, qu'on scolarise en France, parce qu'on a des structures pour ça, dans les classes qu'on appelle les UPE 2A. C'est les unités pédagogiques pour enfants allophones, et le deuxième A, je ne sais plus. C'est pas grave, vous avez compris. Et donc, au bout, ils apprennent le français pendant des mois et des mois, et quand ils ont un niveau convenable, on les bascule dans un cursus normal. Et on a recueilli des témoignages sur la laïcité de quelques-uns de ces enfants. Et donc, je les ai projetés, parce que c'est un petit film, en fait, aux élèves que j'avais en face de moi. Et vous avez cet élève, par exemple, d'origine irakienne, qui explique « Moi, dans mon pays d'origine, l'Irak, à l'école, je n'avais pas de prénom. On m'appelait la chrétienne. On me sortait des cours, on me disait de faire le ménage, parce que j'étais chrétienne, au moment des cours de religion, etc., etc. » Et elle termine son petit speech en disant « Moi, je veux remercier la laïcité, parce que la laïcité m'a rendu mon prénom. » Et quand vous avez des jeunes enfants, pardon, ce sont des il faut que j'arrête avec les enfants, moi, les élèves de terminale, qui entendent d'autres enfants dire que la laïcité, ça me permet d'exister en tant qu'individu, de ne pas être réduit à une appartenance religieuse et communautaire que je subis en réalité. Quand vous naissez dans une famille qui est chrétienne en Irak, ou musulmane, peu importe, on vous colle cette identité que vous n'avez pas choisie et on vous enferme là-dedans. Et l'idée que la laïcité, elle offre la possibilité d'exister en tant qu'individu au-delà de ce qui vous détermine, ça fait réfléchir les élèves. De la même manière que ce garçon, qui était lui originaire du Cameroun, et qui expliquait qu'il était dans une école où tout le monde était obligé de croire. Et donc il faisait semblant de croire. Voilà. Il faisait semblant de croire. Il disait, je faisais comme tout le monde. Je disais que je priais le soir, que je priais le matin, je participais aux prières collectives. Et quand je suis arrivé en France, il le dit comme ça, il dit, j'ai été fasciné. J'ai été fasciné par le fait que dans les classes où j'étais, il y avait 20 enfants différents qui venaient du monde entier et qui étaient en paix. Et il remercie la laïcité à la fin, en disant, moi je veux remercier la laïcité parce qu'elle m'a permis d'être libre. Et quand vous montrez en fait à des élèves français ce qu'on peut avoir comme système et comme organisation de société dans des pays où il n'y a pas la laïcité, ça les fait réfléchir. Et les élèves de terminale hier me disaient, mais en fait monsieur, nous on ne pense pas à ça. Nous on se dit, on voudrait pouvoir s'habiller comme on veut, etc. Mais on ne pense pas aux conséquences qu'il y aurait s'il n'y avait pas la laïcité. Et ça bouscule. Donc moi, c'est ce que je pense, et c'est pareil pour la République française en réalité, il faut travailler en négatif. Pour réenchanter, il faut dire, voilà comment ça se passe sur cette question-là dans le monde, dans certains pays. Et là, voilà comment ça se passe. Voilà comment ça se passe. Moi, je le fais en classe avec des élèves, je les fais travailler sur des articles de journaux. Et tous les ans, j'ai des élèves, ça me fait rire, parce que tous les ans, j'ai des élèves qui me font « Monsieur, en fait, c'est bien la France, hein ?» Je dis, c'est pas mal, c'est pas mal la France. C'est pas mal. On vit dans un monde toujours plus interconnecté, qui se complexifie avec une charge cognitive toujours plus lourde.
au quotidien en raison de la dématérialisation des démarches administratives, toujours plus abstraites et bureaucratiques. Comment abordez-vous la nécessité d'outiller les jeunes contre la provision de fausses croyances qui visent notamment la laïcité et l'universalisme ? Oui, c'est un vrai challenge, ce dont vous parlez, Raphaël, parce que, en fait, nos élèves sont soumis à un flot d'images permanent. Le flot, c'est TikTok et Snapchat aujourd'hui, hein. YouTube bien sûr, parce que nos élèves regardent de moins en moins la télé en réalité, hein. Ils sont sur des fils TikTok, Snapchat. Enfin, je dis ça parce que j'ai 2 enfants, hein, et 2 enfants avec 2 mains, et à une main ils ont un truc qui est greffé, ça s'appelle le téléphone. Et c'est compliqué de débrancher le téléphone, même aux heures de repas. Donc le prof que je suis. N'a pas toujours la même autorité auprès de ses propres enfants. Enfin, ça, c'est le lot de chacun. Non, je veux dire par là, trêve de plaisanterie, je veux dire par là que nos élèves sont abreuvés d'images et ils n'ont pas toujours les outils, en réalité, les outils intellectuels, hein, parce qu'ils n'ont pas été formés, pour faire le tri, pour classer, pour hiérarchiser. Pour certains, l'image fait vérité. Et ça, c'est très compliqué à démonter. D'où l'intérêt de passer du temps à travailler, ce que je fais, ce que d'autres font, sur l'utilisation de l'image dans l'histoire par des régimes qu'on appelle totalitaires. Comment les régimes totalitaires ont utilisé l'image, comment ils ont manipulé les foules, comment ils ont manipulé les mentalités. On parle de ça. Ce matin, j'ai montré un extrait du film de Leni Riefenstahl, hein, cette cinéaste nazie, à mes élèves. Un camp de la jeunesse, c'est un petit extrait, 5 minutes, tiré du film qui s'appelle Le Triomphe de la volonté. Voilà. Et je leur ai dit, voilà, c'est un film de propagande. Je les ai prévenus. Et en fait, ils ne voyaient pas en quoi c'était un film de propagande. Donc on a déconstruit les images, on a déconstruit la séquence, etc. Et on a j'ai croisé ça avec un témoignage d'un Allemand qui s'appelle Sebastian Hafner, qui explique que lui, jeune magistrat, ayant réussi son concours, il est parti en séminaire d'intégration. Voilà, un séminaire d'intégration, et il parle de l'esprit de camaraderie. Et il dit, l'esprit de camaraderie aligne tous les esprits sur l'esprit le plus bas. Et dans son texte, qui est formidable, il y a à peu près 15 fois le mot bonheur. C'est un bonheur d'être ensemble, c'est le bonheur d'être camarades. En croisant les deux, mes élèves de 14-15 ans m'ont dit, mais en fait, les nazis, monsieur, ils avaient vachement réfléchi à ce qu'ils faisaient pour manipuler les jeunes comme ça. J'ai dit, bien sûr, bien sûr. Donc vous travaillez sur l'image, vous travaillez sur le texte, et vous montrez comment l'image vient, parce qu'il faut leur rappeler, cette image, elle est diffusée dans le cinéma en Allemagne. Et la première question qu'on se pose, et que je pose à mes élèves, c'est quel sentiment ressort de cet extrait ? Le bonheur. Il y a un élève qui m'a dit, il s'appelle Lies, il me dit, monsieur, mais c'est le bonheur, on a envie d'y être. Mais bien sûr qu'on a envie d'y être. Alors imagine, toi tu es à Saint-Denis en 2024, imagine le jeune Allemand en 1935, quand il voit ça, il dit, bah, bien sûr qu'il a envie d'y être, il a envie d'être avec les nazis. Voilà, et c'est comme ça. Et donc je crois beaucoup à l'étude de l'utilisation par ces États totalitaires, qu'ils soient bolcheviques, enfin, communistes, staliniens, ou nazis ou fascistes, pour travailler sur ce qu'est l'image et sur le pouvoir de l'image. Bien, merci. Merci à vous. Parlons laïcité, le débat. Eh bien, après cette première partie riche, c'est au tour du public de poser des questions. On n'en a pas fini. Alors, qui veut poser la première question ? Vous avez parlé en début d'enfants, moi j'appellerais ça un enfant perturbateur. Des enfants qui viennent de milieux où il y a des problèmes, des milieux difficiles. Alors moi, il y a tout de suite le mot psychologue scolaire qui a surgi. Parce qu'il me semble que c'est quand même là la place du psy. Et vous avez tout à fait raison, sauf qu'on n'en a pas. Sauf que le problème... Alors ceux qu'on appelle les psychologues scolaires, avant on les appelait conseillers d'orientation. Hein. Vous voyez, c'est pas la même chose. Hein. Donc ce sont des conseillers d'orientation qui ont une formation, mais qui ne leur donne pas la possibilité de rentrer dans des situations de traitement, on va dire, de situation. Et en réalité, la question que vous posez est très importante. J'en ai parlé dans un précédent livre qui s'appelait « Allons enfants, la République vous appelle », où je disais que nous manquons cruellement, notamment dans les quartiers de relégation sociale, de structures médicales et paramédicales pour traiter, justement, pour aider ces enfants. Aussi bien des orthophonistes que des psychologues qui pourraient prendre en charge ces enfants et les aider. L'institution scolaire aujourd'hui et les psychologues de l'institution scolaire n'ont pas les moyens de le faire. Ils n'ont pas les moyens de le faire. D'abord, il n'y en a pas assez. Je crois qu'il y a aussi un problème plus profond de
de formation et d'aptitude, même si très bon, hein, c'est pas ce que je dis, mais voilà, c'est pas leur métier, c'est pas le cœur de leur métier, c'est pas ce qu'on leur demande en fait. C'est pas ce qu'on leur demande. Et donc, dans la ville d'où je viens, pour certains enfants, il faut 1 an et demi pour avoir un rendez-vous. Comment voulez-vous pouvoir traiter cela ? Comment voulez-vous qu'on prenne en charge des enfants qui ont besoin d'un suivi, dont les familles sont désemparées ? Parce qu'évidemment, c'est dans les milieux sociaux les plus défavorisés où vous avez des enfants qui rencontrent le plus de problèmes parce qu'ils ne sont pas pris en charge. Moi, il se trouve que moi, j'ai un enfant qui a eu des problèmes psy. Mais moi, je suis prof. Moi, je suis une classe moyenne. Je suis averti sur ces questions-là. J'ai très tôt pris les choses en main et mon enfant a eu un vrai suivi. Et aujourd'hui, il va très bien. Mais dans les familles qui n'ont pas les informations, dans les familles qui sont un peu désemparées face à ce qui se passe, aujourd'hui, les institutions ne viennent pas en aide à ces familles en réalité, et notamment l'institution scolaire, elle n'en a pas les moyens. Et donc, ces enfants perturbateurs, parce que c'est la réalité que vous décrivez, ce sont des enfants perturbateurs et qui perturbent d'abord l'apprentissage de leurs camarades. Ce sont leurs camarades qui en souffrent en premier lieu, hein. Bien sûr. Eh bien, aujourd'hui, nous n'avons pas réellement les moyens de les prendre en charge. Alors, ponctuellement, on y arrive en créant des structures à l'intérieur de l'établissement où on extrait ces enfants quelques heures par semaine de la classe pour essayer de remédier. Mais, en fait, là où vous avez raison, c'est un suivi longitudinal qu'il faudrait, un long suivi. Un travail psy, nous savons tous qu'un travail psy, ce sont des années et des années de travail pour combler les failles, pour apaiser. C'est très compliqué. Aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens. Mais ce que je dis sur les psys est vrai aussi pour le travail en orthophonie, par exemple. On a des élèves qui rencontrent des difficultés scolaires réelles, avec des troubles de l'apprentissage, des troubles dans l'apprentissage de la lecture, par exemple, en école primaire, ou de l'écriture. L'école, aujourd'hui, n'a plus les moyens de prendre en charge ces enfants. Je dis n'a plus les moyens parce que nous avions à l'époque ce qu'on appelait les RASED. J'ai toujours eu un problème avec les acronymes, et quand j'ai fait l'armée, parce que je suis d'une génération où on faisait l'armée, on me parlait en acronymes, je ne comprenais rien. Et à l'école, c'est un peu pareil, il y a toujours des acronymes, je suis toujours un peu perdu. Donc, merci pour la précision sur les RASED. Les RASED, ce sont des équipes formées de professeurs spécialisés et de psychologues qui venaient en aide aux élèves. Mais il se trouve qu'il y a un président de la République qui a voulu faire des économies sur le dos de la fonction publique en 2007 et qui a supprimé un nombre incalculable de RASED, qui était extrêmement utile et absolument nécessaire. Le président qui est venu après, François Hollande, a remis quelques RASED, mais enfin pas beaucoup. Aujourd'hui, on n'est jamais revenu au niveau du nombre de RASED dont on a besoin en réalité. Or, ces RASED étaient capables, de remédier à certaines choses, et permettait aussi de ne pas embouteiller, ça paraît bête, mais de ne pas embouteiller les orthophonistes. Parce aujourd'hui on envoie tout le monde chez l'orthophoniste puisqu'on n'a plus de RASED pour faire les diagnostics. Donc on envoie chez l'orthophoniste. Les orthophonistes, elles n'ont pas le temps. Elles sont d'ailleurs, il y a des hommes qui sont orthophonistes, mais j'ai une sœur et une maman orthophoniste, c'est pour ça que j'ai toujours tendance à dire elle. Mais les orthophonistes sont débordés. Elles n'y arrivent plus ou ils n'y arrivent plus. Et l'école n'a plus les moyens de prendre en charge ces enfants et de les orienter. Parce que tous les enfants n'ont pas besoin d'aller chez l'orthophoniste, en fait. Ils n'ont pas tous besoin d'aller chez l'orthophoniste. Certains, oui. Mais aujourd'hui, on ne fait plus le tri, on envoie. Sauf qu'on envoie sur des listes d'attente d'1 an, 2 ans, 3 ans. Alors, Christiane, je vais te donner la parole pour que tu poses ta question. Mais comme tu as parlé du RASED sans prendre le micro, je crois que nos auditeurs n'ont pas entendu ce que voulait dire RASED. Est-ce que tu peux le redire au micro et poser ta question après ? Les réseaux d'aide dont j'ai fait partie pendant 25 ans, réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté, étaient donc sur le primaire. Et effectivement, c'était à l'époque où l'éducation nationale était très riche, puisque les réseaux d'aide ont été créés en 90, faisant suite au GAP, groupe d'aide psychopédagogique, qui était sur des secteurs très précis. Les RASED devaient mailler toute la France. Et effectivement, en 2007, nous avons été largement supprimés, puisqu'il y a la moitié des réseaux d'aide qui ont été, et en tout cas des rééducateurs qui faisaient partie des réseaux d'aide, qui étaient donc des enseignants spécialisés, mais surspécialisés, avec une formation éducation nationale de très haut niveau. On a été décimés. On nous a remis pour certains en classe, pour les plus anciens qui n'ont pas voulu lâcher le morceau, on a attendu qu'ils partent à la retraite. Voilà, mais du coup, je n'ai plus de questions puisque vous en avez parlé. Mais c'était prévu en 90 que les collèges soient maillés aussi par les réseaux d'aide.
Tout à fait, c'est très juste, mais ça n'a pas vu vraiment le jour en réalité. Or, c'est là, dans le premier degré, c'est une évidence, mais il faudrait continuer au collège, et il faudrait recréer des RAZ. C'était absolument essentiel, le RAZ, hein, le réseau. C'était absolument essentiel. Aujourd'hui, on ne comprend pas. Alors aujourd'hui, on s'interroge à chaque enquête PISA, on dit « Ah bah tiens, le niveau baisse, on ne comprend pas, etc. » Ouvrez les yeux, enfin je veux dire, pas vous, hein, mais au-dessus là, ouvrez les yeux. Regardez ce que vous avez fait. Regardez ce que vous avez cassé, en fait. Et où est-ce qu'on a cassé? Mais c'est toujours pareil. Enfin, je ne veux pas faire le révolutionnaire, même si je viens d'une famille trotskiste, mais ça va mieux maintenant. Mais sans faire le révolutionnaire, mais où est-ce qu'on a cassé ça? Dans les quartiers populaires. Ce sont les enfants issus de ces quartiers qui souffrent aujourd'hui de la disparition des RAZ. La disparition ou l'existence, il n'y a pas beaucoup des RAZ aujourd'hui. Voilà, c'est quand même, enfin, d'un point de vue de la justice sociale, c'est un pur scandale. Un pur scandale. Parlons laïcité. Une émission proposée et préparée par RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. On va faire un petit tour du côté de notre Jean Cry qu'on nous réclame dans le monde entier, au moins. Qui va nous faire un petit tour sur les dessins qu'il a commencé à réaliser. Peut-être avant, moi j'ai le droit de poser une question aussi. Oui, donc je voudrais poser une question. De ce que j'ai entendu, que ce soit les RAZ ou même de tout ce que vous avez décrit, c'est du sabotage ou c'est de l'incompétence notoire? Je crois que c'est une ignorance des réalités, en fait. Je crois que c'est une ignorance. Je ne crois pas que ce soit du sabotage. Moi j'ai tendance, vous savez, je suis un prof, hein, donc j'ai tendance à être indulgent. Et dans la vie, j'essaye d'être indulgent aussi. On dit bienveillant. Bienveillant, ça fait un petit peu niais, hein, mais indulgent, on va dire. Voilà. Et donc, je pense que c'est une ignorance de certaines réalités, à mon avis. Je ne crois pas que ce soit... je crois pas que la personne dont on a parlé, le président de la République dont on a parlé, se soit dit les pauvres, on s'en fout, on va saboter leur avenir, on s'en fout. Je ne crois pas qu'il ait pensé ça. Enfin, je préfère ne pas penser qu'il ait pensé ça. Voilà, je préfère ne pas penser cela. Sinon, je risquerais de devenir violent. Mais je pense qu'il y a une ignorance des réalités, et notamment des réalités sociales. Je crois que vous avez aujourd'hui une partie alors encore une fois, vous allez penser que je tombe dans le discours révolutionnaire, mais c'est pas mon propos. Je veux dire, moi, j'ai été révolutionnaire, hein, j'ai été militant d'extrême gauche. C'est vrai, oui. Je le conçois, j'avoue, je le concède. Voilà, j'ai été militant d'extrême gauche, mais comme je vous l'ai dit, je suis guéri. Ça va beaucoup mieux maintenant. Et d'ailleurs, je travaille pour la Fondation Jean Jaurès. C'est pas des révolutionnaires. Hein, voilà. Et donc, sans vouloir refaire le militant d'extrême gauche, je crois qu'on a une partie de nos élites qui est complètement déconnectée. Qui est déconnectée des réalités, et des réalités sociales, mais des réalités aussi sociales et politiques. Parce que quand il se passe des choses dans certains quartiers qui ont été où l'éducation populaire a été sabotée, parce que là on peut peut-être parler de sabotage de l'éducation populaire avec la fin de subventions, avec la fin d'aide aux associations dans certaines villes, dans certains quartiers. Là oui, on peut parler de sabotage. Vous savez, la nature a horreur du vide. Donc quand il n'y a plus d'éducation populaire, quand il n'y a plus le Parti communiste, encore une fois, moi chez moi on était trotskiste, hein, donc on n'est pas au PCF, hein, mais avec ces associations, etc., qui est-ce qui prend la place aujourd'hui? Ce sont des associations islamistes, entre autres, et qui travaillent le terrain. Mais quand vous racontez ça à certaines élites, elles planent. Hein. Elles planent. Elles sont totalement hors sol. Elles ne se rendent pas compte de ça. Elles ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Quelque part, il y a sabotage, mais pas sabotage conscient. Je ne crois pas qu'il y ait sabotage conscient, en fait. Mais le résultat, c'est du sabotage, oui. Mais, ok, j'entends, mais en même temps, ça fait un bout de temps que ça dure. Donc là, on est vraiment dans de l'ignorance crasse quand même, parce que c'est les différents gouvernements, on peut dire qu'il y a des conseillers, aucun de nous n'est ministre, on est plus au courant que ces gens-là. Ça paraît bizarre. Non, je crois pas. Il y a deux choses différentes. Il y a les ministères, effectivement, où eux, aujourd'hui, ils savent. Ils savent. Et je vous dis ça parce que moi, je suis au ministère de l'Éducation nationale, pas en tant que prof, hein, en tant que membre du Conseil des sages depuis 2018. J'ai approché 3 ministres, 4 maintenant, différents de l'Éducation nationale et des cabinets ministériels différents, là où ils savent. Le problème, c'est qu'ils doivent faire avec les finances. Et que la question des finances, elle est très importante. Et ça, c'est un frein, hein, c'est évident que c'est un frein.
avec des enseignants qui aujourd'hui ont vu leur niveau de vie dégringoler de 30% en 25 ans, qui ont droit à des augmentations de salaire, mais quand vous augmentez 865 000 enseignants, vous imaginez l'argent que ça fait? Et cet argent, c'est cet argent qui ne va pas à la recréation de RASED, par exemple, ou à de nouveaux postes. Tout ça, c'est compliqué. Mais après, l'autre catégorie de population, ce n'est pas ceux qui sont dans les ministères, ce sont ceux qui naviguent dans le monde intellectuel et qui vous expliquent tranquillement que voilà, tout va bien, que la laïcité, en fait, ça stigmatise les uns, ça stigmatise les autres, ça stigmatise les musulmans, etc. Mais pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils connaissent pas ces quartiers, ils savent pas ce qui se passe. Ils savent absolument pas ce qui se passe. J'ai fait une émission de radio, j'ai été invité par Alain Finkielkraut dans son émission Réplique. Et je me suis retrouvé face à un monsieur philosophe, dont je me suis tapé le bouquin pour préparer l'émission, et qui parlait de la laïcité, mais de manière totalement hors sol. Totalement hors sol. Et je lui disais, mais vous savez ce qui se passe dans les quartiers? Il me dit, il se passe quoi? Je dis, mais vous savez pas qu'il y a des associations, des aides aux devoirs, etc., que les militants islamistes qui ont un programme, eh bien, ils avancent comme ça par l'aide aux devoirs, par le sport, par l'encadrement de centres aérés, etc. Il me dit, mais il me dit ça, il me dit, vous pouvez l'écouter, c'est en ligne. Il me dit, mais vous avez vu ça où? On peut écrire des bouquins sur parce que son bouquin c'était critiquer ce qu'il appelle les républicains. Alors je sais plus quel terme il emploie, mais genre républicains radicaux, mais enfin pire que ça quoi. En fait, mais complètement hors sol en fait. Et effectivement, quand on n'a pas la même vision de la réalité et du réel, on parle pas de la même chose. Moi, d'un point de vue théorique, je veux dire, si dans le monde de oui, je suis d'accord avec lui. Mais le monde de oui, il n'existe pas en fait. Premier dessin, c'est laïcité et système scolaire. Et donc, on se pose la question de l'habillement, puisqu'on a vu tout. Ah oui. Oui, bien sûr. Puisqu'on a vu tout ce qui s'est passé avec la Baya. Et donc, c'est un jeune garçon qui arrive habillé en Dark Vador, puis qui dit que la force soit avec toi. Et là, il y a quelqu'un à l'entrée qui regarde, et puis qui se tourne vers l'autre en lui disant, mais il peut rentrer, lui? L'autre, il répond, il n'y a rien dans la nouvelle note du ministre. Parce que ça se passe à coup de note du ministre. Donc. Pourtant, Jedi, parce que Dark Vador, c'est un Jedi, mais à l'envers, c'est la force obscure. Dans Star Wars, c'est une religion. Ah ouais, c'est une religion. Alors moi, je serais à l'entrée, j'ai non, Dark Vador, tu rentres pas. Un autre sur laïcité et système scolaire, puisque c'est un peu l'objet. Donc c'est d'un côté, il y a un self avec plein de stands côte à côte, un par religion. Puis un autre avec VG et pas VG. Puis le cuistot qui dit la laïcité plus pratique pour la cuisine. Ouais, mais c'est une vraie question. Vous savez, c'est une vraie question, la question de la restauration scolaire. En fait, l'école n'est pas le supermarché des sensibilités. Il ne s'agit pas d'imposer une consommation à des élèves. On ne peut pas faire ça. La liberté de conscience, elle fonctionne aussi à l'école. Et donc, ce que fait l'école aujourd'hui, c'est que, d'abord, elle ne sert pas de nourriture confessionnelle, ça c'est une évidence, mais surtout elle propose des repas de substitution, voilà, de remplacement. Si on ne mange pas de viande, ou plutôt si on ne mange pas de porc, on a le droit à un repas de substitution. Et je trouve que c'est, de mon point de vue, c'est une question d'équité, en fait, voilà. Après, un autre dessin, donc théorie de l'évolution et laïcité. Et donc, on a un enseignant qui montre ce fameux dessin où on voit le singe qui se lève au fur et à mesure et puis qu'il y a un homme qui marche. Et puis, donc, l'enseignant montre ce dessin et dit et voici l'évolution de l'être humain. Et là, il y a un gamin dans la classe qui fait et tout ça en 6 jours. Voilà. Mais alors, c'est marrant que vous disiez ça, c'est très drôle. Et tout ça en 6 jours. J'ai vu l'autre jour passer un tweet d'un prof de philo. Et qui raconte une histoire très sérieuse et qui lui est arrivée. Il parlait de quelque chose de surnaturel. Voilà, en vie de classe avec ses élèves, il parle de philo, donc classe de terminale. Il dit voilà, est-ce que vous avez une idée de quelque chose qui serait surnaturel? Et un élève prend la parole et il dit oui, que l'homme descend du singe, c'est surnaturel. Et un autre renchérit, et c'est très sérieux, oui, alors qu'on vient d'Adam et Ève. Ils sont en terminale, en cours de philo. Ça veut dire que l'école, ils ont passé 15 ans à l'école. Et voilà ce qui reste. Et le prof était, mais atterré. Il le dit dans son tweet, atterré. Ce qui est surnaturel pour eux, c'est que, je cite, l'homme descend du singe.
Voilà, ça, c'est surnaturel. Mais Adam et Ève, pas du tout. Et il dit, et un élève conclut, un autre élève, ou le même, je ne sais plus, conclut, en fait, ouais, mais c'est les athées qui disent ça. C'est eux qui sont dans le surnaturel. On marche sur la tête. Mais ce qui est effrayant, c'est qu'ils ont passé 15 ans à l'école. Et qu'au bout de 15 ans, voilà ce qui reste. Alors justement, à ce propos, le dernier que je suis en train de terminer, là, livre scolaire et laïcité, n'est-ce pas? Histoire, géo, éducation, santé, 3 petits points. Et là, il y a le gamin qui dit « Cool, j'ai plus qu'un livre, c'est plus léger » et il tient la Bible. Eh oui, ben oui, bien sûr. Oui. Mais c'est le rôle de l'école, en fait. Ce dont vous parlez, c'est exactement le rôle de l'école. C'est-à-dire, l'école de la République, elle est pensée pour donner accès au savoir auquel on n'aurait pas accès à la maison pour telle ou telle raison. Et notamment pour des raisons religieuses. Parce que pour des raisons religieuses, on ne doit pas voir ça, on ne doit pas voir ça, on ne doit pas étudier ça, etc. Et bien justement, l'école de la République, c'est la possibilité de s'ouvrir au monde et de découvrir qu'il y a d'autres manières de penser le monde. Et c'est cette manière de construire la citoyenneté tout en proposant, et pas en imposant, ça c'est très important, tout en proposant l'émancipation. Et chacun en fait ce qu'il veut. D'ailleurs, vous voyez la preuve, hein, ces élèves qui pensent qu'on descend d'Adam et Ève, l'émancipation, ils n'en ont pas fait grand-chose. Hein. Mais d'autres s'émancipent quand même. Voilà, grâce au livre, mais justement au livre au pluriel, en sortant du livre, du seul livre. Et bonsoir à toutes et tous. Je voudrais poser des questions. C'est possible, c'est plusieurs questions. Première question. Dans les sociétés musulmanes en particulier, la laïcité est perçue et interprétée comme une hostilité à la... Ces dernières années, les préjugés contre la laïcité se sont développés. Quelle doit être la ligne de conduite pour lutter contre cela? Comment devons-nous lutter? Par exemple, je viens de Turquie. Et la société turque, oui, c'est environ 50%. Ils sont contre la laïcité. Et je pose des questions pour ça. Et deuxième chose, c'est dans les quartiers pauvres que les sectes et les communautés religieuses sont les plus organisées. Par exemple, qui a participé les groupes islamistes? Par exemple, quel type de lutte doit-on mener dans ces quartiers? Nous pouvons vers quel chemin? Parce que toujours on discute, d'accord, on peut vers quel chemin? Comment on va raconter? Pour les jeunes, pour le peuple, pour la société. Et dernière chose, c'est petite parenthèse, je m'intéresse. Parti communiste et bolchevique, Parti communiste et Parti bolchevique, ils étaient laïcs. Et toujours, ils défendent la laïcité. Il faut bien distinguer. J'ai pas compris pourquoi vous parlez du Parti communiste et de la laïcité, mais je crois pas avoir dit que le Parti communiste n'était pas laïque, hein, mais bon, c'est pas grave. Pour les deux autres questions, il me semble avoir quand même apporté des éléments de réponse à vos questions. Vous avez raison, les islamistes, je l'ai dit, hein, travaillent dans les quartiers. Ils travaillent les quartiers. Comment on peut lutter contre cela? D'abord par l'école, bien sûr, mais pas seulement. Je crois que les municipalités, les départements, les régions doivent réinvestir le tissu social, doivent réinvestir les associations, doivent financer des associations en faisant attention à qui est recruté dans les associations. Parce que si c'est pour faire rentrer, je vais le dire très clairement, hein, des barbus dans les associations, ça sert à rien. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire par là qu'il faut réinvestir le champ social. Il faut aider les associations, et notamment les associations d'éducation populaire qui faisaient un gros travail dans les quartiers. Et le terrain a été pris. Il a été pris par des associations islamistes, par des associations religieuses, qui ne sont pas nécessairement islamistes d'ailleurs, mais qui peuvent l'être aussi. Donc, ces associations qui faisaient de l'éducation populaire, qui faisaient faire du sport, qui encadraient, aujourd'hui, elles sont beaucoup moins nombreuses. Elles n'ont pas été soutenues ou moins soutenues. Il faut réinvestir ce champ-là. Si on ne réinvestit pas ce champ-là, on laisse le champ libre. On laisse le champ libre à d'autres. Encore une fois, je le répète, mais la nature a horreur du vide. Ce que je crois, moi, c'est qu'au contraire, il faut expliquer, et ce que j'explique aux profs que je forme sur la laïcité, leur rappeler, et je l'ai dit hier aux élèves de terminale,
que la laïcité, c'est une formidable chance pour les religions minoritaires. Parce que quand les religions sont minoritaires, elles subissent la loi de la religion majoritaire. Or, en France, l'islam est une religion minoritaire. Et elle se retrouve sur un pied d'égalité vis-à-vis des pouvoirs publics ou en termes de pratique du culte. Ce qui est une chance. Ce qui est une chance. Ce n'était pas tout le temps le cas. Aujourd'hui, c'est une chance. Donc il faut présenter la laïcité comme une chance, comme un accès à la liberté de culte, parce que c'est la liberté. Et c'est aussi la liberté de conscience, c'est la liberté de croire. Les musulmans, ils ont le droit de croire. Ils ont le droit de pratiquer librement leur culte. Les seules limites, ce sont celles fixées par la loi, et donc l'ordre public. C'est ça qu'il faut rappeler. Et pourquoi certains musulmans sont opposés à la laïcité? C'est juste, à mon avis, parce qu'on demande aux enfants, aux élèves, de ne pas montrer un signe d'appartenance à l'école. C'est juste ça, en fait. C'est la loi du 15 mars 2004, dont on va commémorer les 20 ans bientôt. Mais ça, il faut l'expliquer. Il faut expliquer que le rôle de la République, c'est d'assurer la liberté de conscience, d'autant plus que l'école de la République se pense comme un espace de construction de la conscience citoyenne. Et donc il faut protéger les enfants. Protéger les enfants, expliquer que c'est une protection contre les pressions. Que rien n'empêche une jeune fille, si elle le souhaite, à 16h30 quand elle sort de l'école, du collège plutôt, de se couvrir la tête si elle le souhaite. Personne ne va l'en empêcher. Et personne ne va dire tu n'as pas le droit. Parce qu'elle a le droit. C'est ça qu'il faut rappeler. Voilà, il y a juste le temps de l'école, et quand on devient fonctionnaire aussi, si on choisit d'être fonctionnaire, mais on n'est pas obligé d'être fonctionnaire, hein, on peut faire autre chose, hein, eh bien, oui, on se doit d'être neutre. Donc il faut expliquer les choses. Moi, je crois qu'en expliquant les choses, et je le fais avec mes élèves, ça passe et c'est compris. Merci beaucoup pour votre explication, mais on discute toujours, mais comment devons-nous lutter pour lutter contre lutter? Comment on va faire? On va le faire. On va le faire à l'école, on va le faire dans les associations, on va le faire dans les clubs de sport, on va le faire partout. Maintenant, moi je crois qu'il faut aussi faire attention. Je ne dis pas que c'est ce que vous dites, hein, mais il y a musulmans et musulmans. C'est pas parce qu'on est musulman qu'on est nécessairement contre la laïcité. Il y a quand même des musulmans qui comprennent très bien ce qu'est la laïcité et l'intérêt de la laïcité. Ce qui est plus inquiétant, c'est chez les jeunes, où effectivement il y a un raidissement vis-à-vis de la laïcité, et qui est mal comprise. Mais je crois d'abord qu'elle est mal comprise. Je reste un optimiste, moi. Je suis optimiste. Mais c'est parce que je suis optimiste, parce que je suis prof. Sinon, je ne serais pas prof. Je crois qu'en expliquant, en montrant, en illustrant ce que permet la laïcité, combien elle est une richesse pour la paix sociale, pour la construction d'une société apaisée, et pour ce qu'on appelle aujourd'hui, j'aime pas ce mot, mais c'est pas grave, le vivre ensemble, je crois qu'on a des raisons d'espérer. Oui, il y a beaucoup de travail, et notamment travail de formation, parce qu'il faut des gens formés pour expliquer ce qu'est la laïcité, ce qu'elle apporte à la société, quel est son objet, et pourquoi elle est absolument indispensable. Mais je crois, oui, ce n'est pas parce que les gens sont musulmans qui seront pour l'éternité contre la laïcité. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois que, et moi je le vois dans mes classes, hein, beaucoup d'élèves comprennent complètement. Et je ne sais pas s'ils adhèrent, mais en tout cas, ils comprennent. Et du coup, je ne suis pas forcément... je ne suis pas hyper optimiste, mais je ne suis pas pessimiste non plus. Voilà. Et je pense que c'est un combat, mais c'est un combat quotidien. C'est un combat qui va se faire sur des générations, mais c'est un combat qu'il faut mener. Voilà. En formant. Oui, je voulais simplement dire que l'islam et le Coran se placent au-dessus des lois de la République. Ce sont eux qui gèrent tout. C'est l'islam qui gère tout, aussi bien la vie civile que la religion, disons. Donc si on est au-dessus, on est contre les lois de la République. Vous savez, l'islam, c'est Rémi Brague, hein, le philosophe qui l'explique. L'islam, c'est le livre, le Coran, et la loi. C'est ce que vous venez de dire, en fait. Le livre et la loi. C'est-à-dire que l'islam régit le quotidien. Et régit tout dans le quotidien. Mais vous savez que le judaïsme aussi. Le judaïsme, c'est pareil. Hein. C'est la même chose. Le judaïsme, vous avez 613 commandements que vous devez respecter. 613 lois.
que vous devez respecter. Ça s'appelle les mitzvot. Ben, on peut s'en dégager, non? On n'est pas obligé d'obéir au doigt et à l'œil. Certains le font, mais plein ne le font pas. On n'est pas condamné parce qu'on est musulman ou juif à obéir au doigt et à l'œil à ce que disent les commandements ou ce que disent les lois. La preuve, il y a plein de gens qui s'en dégagent. Voilà. Et qui adoptent ou qui adaptent leurs pratiques religieuses, en l'occurrence, au regard de la modernité. Ça existe. Ça existe dans le judaïsme, évidemment. Comme le contraire existe, hein. Vous avez des rigoristes. Et ça existe aussi dans l'islam. Si l'islam, c'est le livre et la loi, ça ne veut pas dire que tous les musulmans vont suivre cela à la lettre. La preuve que non. L'immense majorité des musulmans ne suit pas ça à la lettre. Voilà. Donc je pense que, voilà, il y a l'islam et il y a les musulmans. Oui, alors, bon, je ne sais pas si c'est totalement dans le thème, mais bon, il y a quand même une part de scolaire. C'est à propos de l'affaire Mila. C'était une jeune fille qui a utilisé son droit au blasphème et qui, par la force des choses, a dû être déscolarisée et sous protection policière. Et même son avocat, Richard Malka, qui est peut-être l'un des premiers défendeurs de la laïcité, en tout cas dans les personnalités, si j'ose dire, publiques. Et lui-même n'en revenait pas qu'elle était déscolarisée et que ça a montré, dans un certain sens, un aveu de faiblesse de la République face à des intégristes religieux. Et ce que je voulais savoir, c'est que, parce que honnêtement, bon, maintenant ça c'est mon avis, mais comme la laïcité c'est un sujet qui est à la base de gauche, je pense pas que ça puisse venir d'une personne de droite, et ça a été quand même pas mal récupéré par la droite. Et j'avais lu un article récemment sur Fabien Roussel qui le présentait pour la présidentielle de 2022, qui disait que lui, il voulait justement sortir de la spirale, si je veux dire, islamo-gauchiste de la gauche dominante et se mettre dans la laïcité. Mais par contre, lorsqu'il s'agissait de Mila, il a quand même été contre Mila, disant qu'elle était allée trop loin, qu'elle n'avait pas à offusquer des religions comme ça. Et donc voilà, je voulais avoir un avis dessus, parce que si la gauche, qui est quand même, c'est quand même son terrain, un des terrains ancrés, n'a pas osé défendre, alors je sais pas pour quelle raison, est-ce que c'était par lâcheté, opportunisme électoral, j'en sais rien, mais donc voilà, vers où on va, justement j'avais envie de poser cette question. Merci pour votre question difficile. D'abord, si vous me permettez une chose. Vous avez dit, Mila, elle a utilisé, je crois que vous l'avez dit comme ça, son droit de blasphème, c'est ça? Si je peux me permettre, et c'est pas le professeur qui fait une leçon, hein, c'est juste une remarque que je me permets. Le blasphème, ça n'existe pas, en fait, en droit français. Il n'y en a pas. Donc le blasphème, utiliser le terme blasphème, c'est déjà utiliser un terme religieux. En fait, le blasphème, dans le droit, ça n'existe pas. Ce sont les religieux qui considèrent qu'on blasphème. Mais moi, si je me mets comme fait Mila, à insulter Dieu, ou je sais plus Mahomet, je crois, elle avait insulté, ou elle avait moqué, je sais plus exactement quels étaient ses propos. Du point de vue du droit français, il n'y a pas de blasphème. Donc le blasphème, ça n'existe pas. Ça existe simplement pour ceux qui croient. Maintenant, pour répondre à votre question, oui, je pense qu'une partie de la gauche est très gênée par ces questions. Elle est très gênée par ces questions. Aujourd'hui, très clairement, disons-nous les choses, une partie par électoralisme pur et simple. Par électoralisme pur et simple, on l'a bien compris, c'est encore plus visible depuis le 7 octobre, enfin bon bref, voilà, on est en plein dedans, par électoralisme, et parce que je crois sincèrement que, si vous regardez la Seine-Saint-Denis, moi je viens de Seine-Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, alors je ne sais plus combien il y a de circonscriptions, mais je crois qu'il y en a qu'une qui n'est pas LFI. Ils ont leur clientèle. Ils ont leur clientèle et ils font du clientélisme. Ils font du clientélisme. Ils se sont assis, en tout cas Jean-Luc Mélenchon, je me permets de le dire, il s'est assis sur ses principes, parce que c'était un type profondément républicain. Il s'est complètement assis sur ses principes pour des raisons électoralistes et clientélistes. Ça, c'est clair. Maintenant, je crois quand même que, et ça touche pas seulement la gauche, même si vous avez raison, la laïcité, c'est quand même un des marqueurs historiques de la gauche. Je crois que peu à peu, ce qui nous arrive nous intimide. Et quelque part, nous reculons. Un exemple. Quand la rédaction de Charlie a été assassinée, moi, j'aurais attendu une chose. C'est que tous les journaux publient les caricatures.
tous les journaux. Il ne s'est rien passé. Le vrai courage, il était là. Voilà, et de dire, on vous emmerde. Notre liberté, elle ne se discute pas. Et en fait, petit à petit, je crois que la peur nous fait reculer. Consciente ou inconsciente d'ailleurs, je ne suis pas sûr que la peur soit toujours consciente. Et je crois même qu'il y a des gens qui veulent pas voir le réel parce que le réel leur fait peur. C'est ce que disait Peggy. Peggy disait, je crois que c'est dans notre jeunesse, il disait, le plus dur, ce qui est dur, c'est de dire ce que l'on voit. Mais le plus dur, c'est de voir ce que l'on voit. Et ça fait peur. Parce que le réel fait peur. Il est très inquiétant. Regardez, l'assassinat de Dominique Bernard, mon collègue Dominique Bernard. Moi, je trouve qu'on est passé très vite. Je ne sais pas vous, mais autant Samuel Paty, c'était la première fois. Le choc a été immense. Mais je trouve que pour Dominique Bernard, on est passé très vite, en fait. Et on est déjà passé à autre chose, en réalité. Raphaël a bien fait de rappeler son nom tout à l'heure, et je le remercie pour ça, d'ailleurs. Mais je trouve qu'on est déjà passé à autre chose. En fait, on fabrique constamment de l'amnésie dans ce pays. Mais pourquoi on fabrique de l'amnésie? Parce que regarder le réel en face, regarder la réalité en face, c'est pas simple. Et notamment à gauche. Parce que, pourquoi notamment à gauche? Que ce soit le parti politique, vous avez cité Fabien Roussel, mais on pourrait parler du monde intellectuel, le philosophe dont je parlais tout à l'heure, voilà. Sont des gens qui ont un problème qui lie beaucoup de choses, et notamment parce que, et c'est la réalité, une partie de ceux qui font avancer l'islamisme, donc l'islam politique, ce sont des gens qui sont issus d'anciennes colonies françaises. Et nous portons cette culpabilité post-coloniale. Et notamment la gauche, qui s'est battue contre la colonisation. Vous savez, moi, mon père, non seulement il a été porteur de valise du FLN, mais après il a été pied rouge. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, pied rouge. Il est parti en Algérie après l'indépendance pour former les instituteurs algériens. Je viens d'une famille, c'était pas simple à la maison. L'émancipation, elle est venue grâce à l'école. Moi, je pensais que le Messie, c'était Léon Trotsky, vous voyez. Donc, cette gauche-là, la gauche dont je suis issu, clairement, même au niveau familial, elle a vécu la colonisation et le post-colonial en se sentant coupable vis-à-vis de ces populations. D'autant plus qu'aujourd'hui, vous avez tout un discours qui dit nous reproduisons aujourd'hui en France la société coloniale d'hier. Et aujourd'hui, les populations issues des sociétés coloniales d'hier, qui sont venues en France, qui ont choisi de venir en France, vivent dans la même situation, dominés, dominants, opprimés, oppresseurs, etc. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'idéologie woke. Oui, donc on a un problème avec ça, et la gauche a un problème avec ça. Mais je pense qu'on n'en sortira pas comme ça. Pourtant, je pense, puisque vous posez cette question-là, je pense qu'il y a un véritable espace à gauche aujourd'hui, pas dans cette gauche-là, pas avec cette gauche-là, mais il y a un véritable espace à gauche, républicain, démocratique et social, ouais. Mais pour l'incarner, qui? Je ne sais pas. Alors Yanis, je vais venir à ton secours, puisque tu as dit tout à l'heure que vivre ensemble, c'est un terme que tu n'aimais pas trop. Ouais. Moi non plus, je l'aime pas trop, ce terme. Et j'en ai trouvé un autre terme, parce que vivre ensemble, finalement... En Angleterre, ils vivent ensemble. Aux États-Unis, ils vivent ensemble. Certes, enfin, aux États-Unis, ils vivent quand même surtout les uns à côté des autres. C'est ce que je dis. Mais ils vivent ensemble. Ouais. Alors, peut-être il faut un terme pour rappeler la cohésion nationale, et c'est peut-être le terme de concorde universelle. La concorde, tout à fait. J'en parlais l'autre jour de la concorde, justement. C'est très juste. C'est très juste. Et c'est une valeur républicaine, la concorde. Souvent, on se dit, on a la place de la concorde. Mais si vous demandez aux jeunes, ça veut dire quoi la place de la concorde? Ils vous disent qu'il y a un avion. Donc, c'est pas simple. Et c'est vrai. Je pense que Jérémy, tu as raison. Il faut rappeler ce qu'est la concorde. Et ce que ça signifie. Voilà, parce que la concorde universelle, c'est la possibilité, justement, de la société apaisée. Et c'est ça qui est important, la concorde. C'est très juste, merci. Je pense qu'effectivement, il faut réutiliser le terme concorde. Et pour l'appliquer, justement, cette concorde universelle, il y a peut-être une guerre qu'il va falloir mettre fin,
parce que nous sommes dans une guerre scolaire extraordinaire depuis une loi qui est dite loi Debré, qui a mis en place les écoles privées sous contrat. Et je me suis laissé entendre dire que les écoles privées sous contrat coûtaient à peu près 15 milliards d'euros environ, en fonction des chiffres, par an à l'État. Alors, est-ce que finalement, on a la possibilité d'avoir des subventions pour les bus quand on veut aller en cours, par exemple? C'est logique que le bus scolaire soit pris en charge par l'État. Mais si on fait le choix du taxi, on n'est pas aidé par... on n'a pas de finances pour le taxi. Alors si on fait le choix de l'école privée, pourquoi pas? Mais pourquoi devrait-il être financé par l'État? Et est-ce qu'il ne faut-il pas justement, pour rétablir cette concorde universelle, arrêter les écoles privées sous contrat? Je crois que Jérémy veut rallumer la guerre scolaire. Moi, je suis un enfant de la communale, hein. Comme on disait, je suis un gosse de l'école publique et je n'ai été qu'à l'école publique. Et j'avoue que je regardais, et j'ai toujours regardé l'école privée comme des ovnis. Je comprenais pas ce qu'ils foutaient là, mais enfin bon. Le problème, c'est que j'entends bien hein, ce que tu dis, Jérémy. Le problème, c'est que supprimer les subsides de l'école privée sous contrat, c'est rallumer la guerre en fait. Et personne ne veut le faire. Et personne ne le fera. Franchement, personne ne le fera. 1984, la loi Savary, la création d'un grand service public d'éducation, 2 millions de personnes dans la rue. Plus personne ne veut ça. Donc, je suis assez pessimiste quant à notre capacité à contrarier aujourd'hui l'enseignement privé sous contrat. Et j'en veux pour preuve ce que moi je considère comme l'arrogance des responsables du privé sous contrat, notamment catholiques, qui tranquillement vous expliquent sur la télévision, sur une chaîne de télé, BFM, je crois, que j'ai 2 légitimités, et que la première légitimité, dit le directeur d'un lycée parisien, récemment mis en lumière par... qui explique tranquillement, en tant qu'établissement public privé sous contrat, j'ai 2 légitimités, de mettre en avant la première légitimité, la légitimité des lois de l'Église, c'est-à-dire de la croyance, la légitimité républicaine venant derrière. C'est un pur scandale. C'est un pur scandale, mais ça passe, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a des réactions? Oui, il y a des réactions, mais bon, pas tant que ça. Pas tant que ça. À partir du moment où on contractualise avec l'État, c'est dans le code de l'éducation, hein. Les écoles privées sous contrat doivent enseigner et faire partager les valeurs de la République. Maintenant, peut-être qu'il faudrait plus de contrôle, et puis qu'il faudrait aussi un peu un courage politique pour dire, voilà ce que vous faites là, hop, aux subventions là. Tac, terminez les subventions. C'est de l'argent public. Moi je suis fonctionnaire, mais je paye des impôts. Moi, j'ai pas forcément envie que mes impôts aillent financer un espèce de type qui vient expliquer aux élèves de je ne sais quel établissement que l'homosexualité est un crime. J'ai pas envie de ça. Et c'est insupportable. Même l'idée est insupportable. Ce doit être sanctionné. Et le pouvoir politique doit être courageux sur ces questions-là. S'ils veulent pas contractualiser avec l'État, c'est leur problème. Ils contractualisent pas avec l'État. Mais s'ils contractualisent, ils se plient aux règles et aux lois. Après, dans un monde merveilleux, dans le monde de oui à l'école, Jérémy, mais je me moque pas, hein, je dis dans un monde idéal, on va dire, dans un monde idéal. Je sais pas si le monde de oui est idéal, il est peut-être même un peu chiant le monde de oui, mais dans un monde idéal, je suis d'accord. Il faudrait un grand service public d'éducation comme le voulait la loi Savary. Plus de privé, et on met tous les enfants ensemble et on construit une belle société. Mais ça, c'est le monde idéal et malheureusement, voilà. Alors, tu as cité 2 millions de personnes contre la loi Savary en 84. Je citerai juste 2023, 3,5 millions de personnes dans la rue contre la réforme des retraites. Elle a été appliquée quand même. Donc, à chaque époque, mais bon, on ne va pas tourner sur ce débat plus qu'il n'en faut. À ce propos d'école privée, d'école publique, j'ai été élue militante pendant 18 ans à la MGN et pendant de très nombreuses années, nous avons refusé que les enseignants privés de l'école privée soient adhérents à la MGN. Malheureusement, ça n'a pas tenu. Ça n'a pas pu tenir. Je crois que ça fait à peu près 10 ans seulement. Hein. Depuis que la MGN s'est ouverte à tous les corps de métier fonctionnaires.
On a bien été obligé de lâcher, là aussi. Hein. Aujourd'hui, on est dans une situation assez intéressante d'un point de vue social et politique. Les événements qui se sont déroulés récemment avec la nouvelle ministre de l'Éducation nationale ont montré, je crois, pas seulement à moi, mais ont montré que on est dans une situation, alors je le dirais comme ça, hein, je suis prof d'histoire, donc un peu de pré-nuit du 4 août. Hein, c'est-à-dire, vous avez un sentiment violent. On l'a vu avec les Gilets jaunes. On le voit peut-être avec les agriculteurs en ce moment, je ne sais pas, mais on l'a vu au moment des retraites. Ce sentiment partagé par une partie croissante de la population qui en a marre des privilèges, qui en a ras-le-bol de ces gens qui entretiennent leurs privilèges, qui se reproduisent entre eux, hein, dans des cercles de sociabilité d'où sont exclus les autres, hein. Et je crois qu'il y a un sentiment qui monte là, que le pouvoir politique devrait prendre en compte. Et je pense que, par exemple, le président de la République, consciemment, en le faisant consciemment, en écartant les corps intermédiaires, a fait une immense erreur politique. En écartant les... Vous savez, je me souviens en 2018, je crois, avoir discuté avec Laurent Berger, dans le cadre de la Fondation Jean Jaurès, et qui disait, mais on m'a claqué la porte à la gueule. Mais c'est incroyable de gouverner comme ça. Jérémy a rappelé la réforme des retraites. C'est incroyable de gouverner comme ça. Mais ça va se payer. Ça va se payer. Le problème, c'est que c'est le pays entier qui va le payer. C'est ça le problème. Et je crois qu'on est... Voilà. Alors je dis pas qu'on est à la veille du 4 août, hein, parce que le 4 août 1789, hein, tout le monde, enfin je sais pas si tout le monde le sait, mais le 4 août 1789, c'est le vote de l'abolition des privilèges par l'Assemblée nationale constituante. Oui, il y a un sentiment qui monte, il y en a marre des privilèges. Il y en a marre de l'entre-soi des riches. Hein, on parle de séparatisme, mais le séparatisme, il est aussi là. Hein, et ça, c'est un sentiment qui monte. Alors, une petite question encore, cette fois sur le Conseil des sages de la laïcité. Parce que finalement, on en a très très peu parlé dans cette intervention, mais c'est pourquoi pas aussi, c'est tout à fait intéressant. Alors, finalement, on pourrait te poser des questions, comment ça fonctionne, ce Conseil, et puis les remontées, surtout, des chiffres du terrain. Ces derniers temps, alors on a eu la Baïa à la rentrée scolaire. Là, pour rappel, pour les auditeurs qui nous écoutent sur les chaînes, on est le 1er février 2024 quand on enregistre cette émission. Est-ce qu'on a d'autres remontées depuis septembre au niveau du Conseil des sages de la laïcité que tu peux nous évoquer d'attaques sur l'atteinte de la laïcité dans le système éducatif ? Alors, le Conseil de la laïcité, le Conseil des sages, pardon, de la laïcité, qui est présidé par la sociologue Dominique Schnapper. Hein. Dominique Schnapper, c'est d'abord, c'est une femme extraordinaire, intellectuellement qui est incroyable. C'est la fille de Raymond Aron. Hein. C'est pas parce que c'est la fille de Raymond qu'elle est extraordinaire, c'est parce qu'elle est ce qu'elle est extraordinaire, et avec laquelle j'ai énormément de plaisir à travailler. Au-delà de la présidente, il y a 20 membres au Conseil des sages de la laïcité. Nous nous réunissons tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, ça dépend de l'actualité. Nous produisons beaucoup de textes. Ils sont en ligne hein, sur le site de l'Éducation nationale, et accessible à tout le monde, sur la laïcité, les valeurs de la République, etc. Mais nous ne réceptionnons pas les atteintes à la laïcité. En revanche, nous sommes mis au courant. Hein, nous avons des réunions régulières. Le secrétaire général du Conseil des sages a des réunions régulières avec les services de l'Éducation nationale, les services de l'administration centrale, avec lesquels ils font le point sur les remontées, hein, c'est-à-dire le nombre de remontées, et puis surtout la nature des remontées. C'est comme ça qu'au début de l'année 2022, nous avons commencé à avoir un phénomène nouveau apparaître, le port des abayas. Janvier-février 2022. On a commencé, dans les réunions avec l'administration centrale, on regardait, nous, la nature de ce qui nous arrivait, et on voyait là, port de robe, avec le questionnement, qu'est-ce qu'on fait. Et on a vu arriver, on l'a vu monter en fait. On a vu arriver le phénomène. On a prévenu, à ce moment-là, je me souviens très bien, on a prévenu le ministre Blanquer qui a dit, écoutez,
Voilà, faites-nous une note, etc. Le temps qu'on fasse la note, il était parti. Et donc, on a remis la note au ministre Pap Ndiaye, qui n'a ni accusé réception, ni fait quoi que ce soit. Voilà, très clairement. Je me souviens très bien, fin juin 2022, je croise le conseiller laïcité du ministre, je lui dis, écoute, il va falloir faire quelque chose parce qu'à la rentrée, ça va être une vague. Il me dit, oh ouais. À la rentrée, il ne se passe rien. Résultat, voilà. Donc, on a vu venir la chose. On l'a vu. Mais si vous n'avez pas le pouvoir politique qui suit, voilà. Alors, après, récemment, Gabriel Attal a été nommé ministre le 20 juillet, je crois. J'essaie de retenir la chronologie. Le 22 juillet, je reçois un coup de fil. J'étais dans la montagne corse avec mon sac à dos. Je vois que s'affiche le numéro de la directrice de cabinet du ministre. Même en vacances, dans ces cas-là, on répond. Donc je réponds à Fanny Anor, donc, qui est la directrice de cabinet du ministre à ce moment-là. Et elle me dit, écoute, voilà, alors je la connais. Pourquoi je la connais? Parce que c'est une prof d'histoire. Je connais pas tous les profs d'histoire, mais voilà, il se trouve qu'on se connaissait. Et elle me dit, voilà, écoute, Gabriel, c'est son ministre, Gabriel, veut prendre une décision sur la Baïa. Je fais très bien. Est-ce que vous avez des infos? Alors je dis oui, il n'y a pas de problème. Alors là, je suis à peu près à 2000 mètres, mais dès que je redescends, j'ai mon ordi, je t'envoie ce qu'il faut. Et donc on a envoyé les notes qu'on avait prévues, qu'on avait préparées, etc., etc. Et dans la foulée, le ministre a fait cette note qui rappelait tout simplement. Hein, il n'a pas fait de circulaire. Hein, pas fait de circulaire, pas de nouveau texte. Il a juste dit la Baïa, c'est interdit. En fait, ça tombe sous le coup de la loi. Il a fait ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant dans ce qui s'est passé, c'est que la première semaine, là on avait les chiffres, hein, première semaine, on a à peu près un peu plus de 1000 jeunes filles qui se présentent en abaya. Donc il n'y en avait pas 3, hein. 1000 qui se présentent en abaya, en sachant que d'autres les avaient déjà enlevées parce qu'elles avaient entendu que c'était interdit. Donc plus de 1000 qui se présentent en abaya la première semaine. Quelques 300, 400 la deuxième semaine. 50, 60 la troisième semaine. 0 la quatrième semaine. Ça veut dire qu'en un mois, terminé. Quelques conseils de discipline pour refus, mais pas beaucoup. Très peu. Ce qui est très intéressant, c'est que les jeunes filles ont choisi l'école. Et ça, c'est le plus important. Elles ont choisi l'école. Et moi, j'en étais convaincu. Pourquoi j'en étais convaincu? Parce qu'en 2004, c'est exactement ce qui s'est passé. Les jeunes filles ont choisi l'école. Le seul doute que je pouvais avoir, c'est qu'en 2004, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et je me demandais quels seraient les discours sur les réseaux sociaux. Et finalement, la loi, c'est la loi, et les jeunes filles se sont pliées à la loi. Et quand vous discutez avec elles, ce qui m'est arrivé, certaines m'ont dit « Mais monsieur, moi je ne vais pas mettre en l'air ma scolarité pour une robe. Hein. » Donc ça a fonctionné. Ça veut dire aussi que quand l'institution est droite dans ses bottes, ça fonctionne. Quand on rappelle les règles, ça fonctionne. On vit dans une société, il y a des règles, des principes, on les applique. Et quand quand l'institution est sûre de ce qu'elle fait et qu'elle ne tergiverse pas. Mon ministre précédent, maintenant je peux le dire, il est parti, M. Pap Ndiaye, avec tout le respect que je lui dois, parce que c'est un grand historien, nous disait je ne vais pas mesurer la longueur des robes. Mais c'est pas ça la question. La question n'était pas là. Mais il faisait partie de ce monde intellectuel qui ne connaît pas ce terrain-là, mais qui ne connaît rien à ce terrain-là. Et je pense que les gens de son cabinet ne connaissaient rien non plus. Donc on était un peu hors sol, vraiment un peu hors sol. Alors maintenant, depuis que l'abaya a été traitée, on a une baisse sensible, on a une baisse en tout cas des signalements, mais quand même, ce que l'on sent monter aujourd'hui, puisque c'était aussi le sens de la question de Jérémy, ce sont les contestations d'enseignement. Voilà. Et bien sûr, depuis le 7 octobre, l'antisémitisme. Où là, il y a une manifestation d'antisémitisme à l'école qui est importante. On est à plus de 1000 incidents au sein de l'école. Principalement des inscriptions ou des insultes. Quelques passages à l'acte physique, quelques-uns. C'est déjà trop. Des intimidations. Des familles qu'on fait déménager. Voilà, c'est ça la réalité. Donc ça, c'est difficile. Avec toujours cette idée que je pense défendra la ministre, que défendait Gabriel Attal, que ce n'est pas aux victimes de déménager. C'est vrai, mais parfois c'est tellement compliqué.
C'est tellement compliqué. Il y a un film en ce moment qui passe qui s'appelle Le Dernier Juif, qui raconte un peu ça. La dernière famille juive d'une cité, etc. Donc c'est un peu ça qui se passe aujourd'hui dans l'école publique. Et malheureusement, comment empêcher ce phénomène de départ des enfants juifs de l'école publique? C'est très compliqué parce que c'est comme pour les gamins harcelés. C'est difficile, c'est très difficile. C'est encore plus difficile depuis le 7 octobre, évidemment. Eh bien, merci beaucoup. Et je pense qu'il mérite tous nos applaudissements. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Merci du coup Yanis, merci à notre dessinateur, merci à Raphaël qui a animé sa première émission, merci à nos réalisateurs, merci à notre public chaleureux. Alors on va se retrouver comme chaque mois le mois prochain. On se réunira donc le 7 mars de 17h à 19h pour la prochaine émission. Ça sera laïcité et racisme, le thématique. Et là, on aura Hélène Bougnol, qui est membre de la LICRA, une association qui lutte contre le racisme et l'antisémitisme, qui sera à nos côtés pour cette émission. Eh bien, écoutez, on vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Cette émission est à présent terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.